Une production du Studio SF. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Merry Christmas, là, on est rendu plus à la bonne année, je pense même. Bonne année! Bonne année, grand année! Feliz Navidad! Di-di-di-di-di. Feliz Navidad! Di-di-di-di-di. Feliz Navidad! Mais je pense que c'est comme plané agneau. Bonne année. C'est pas Félix... Je sais pas. En tout cas, Feliz Navidad. Ouais, peut-être année. Écoute, mon espagnol vient déjà de disparaître. On est bon. On fait notre best-of habituel. Ouais. C'est un petit bonus, le best-of. À chaque année, tu sais, on s'attend pas à ce que tout le monde écoute tous les podcasts, jamais, en fait. Mais surtout dans le temps des fêtes, là, tu sais, on fait de la route des fois, on est en famille. Fait que là, on vous donne un petit bonus. Ça vous tente de nous entendre un peu parler, de nous entendre discuter de certains podcasts marquants de l'année. On dit comment condenser de bons moments, de bons extraits des podcasts aussi. Ouais. Tu sais, mettons que tu n'as pas tout écouté, Exact. mais tu veux avoir un petit overview de l'année, tu savais le podcast, Ouais. t'écoutes ça là. Puis... Un de mes podcasteurs préférés, Rich Roll, il fait un two-parter sur ses best-of, parce que lui, il sort quand même beaucoup de podcasts, des longues conversations, mais c'est 2 parties. Ça dure, ça dure comme 3 heures par partie. C'est des best-of infinis. Là. Wow. Puis genre, chaque podcast qu'il considère comme un best-of, il met le segment de la conversation complète dans lequel il trouve que c'est le plus intéressant. Là, des longs segments. Mais bref, nous, c'est un peu... pas vraiment ça qu'on fait. Hey, man, j'ai des rows, là. Des rows. J'ai des rows. Fait qu'on se lance. Yes! Je te laisse y aller en premier, puis on discute de ton choix. OK, en premier, je vais y aller avec Xavier Dolan, tu sais. Ouh! Quelqu'un qui était sur ma liste, sur notre liste Ouais. depuis les tout débuts, là, je Les pense. tout là, tu sais, débuts, les depuis tout la débuts. première fois que... C'est comme c'est qui les invités de rêve Ouais. de Sans Fil Podcast. On a coché une bonne coupe dans ça. On a coché hein. une coupe. Puis lui, ben c'est ça. Je pense à chaque année, j'ai dû écrire Ouais. à son équipe, à lui, un peu partout pour essayer de l'avoir. Puis sans jamais de réponse. Puis à un moment donné, j'ai réécrit cette année. Puis je pense des mois plus tard, Ouais. j'ai reçu une réponse de comme Hey, Xavier, ça tenterait. Puis j'étais comme, j'espérais plus. J'envoyais ça, moi, comme une bouteille à la mer. Ouais. J'espérais plus une réponse. Puis, ben, C'était la première fois qu'il faisait un podcast. un podcast, puis de quoi d'aussi long. Ouais. Puis on a eu une... Tu sais, ce monde-là, genre que au début, c'était ça. Au début du Sans Filtre, là, Ouais. On dirait que quand c'est on ça. recevait les gens, ils venaient pour la première fois dans un podcast. Ouais. Fait qu'il y avait des conversations qu'ils n'avaient jamais eues avant. Ouais. Maintenant, c'est vraiment difficile de recevoir des gens. C'est peut-être pour ça aussi qu'on fait moins de Personnalité personnalités connue, publiques juste pour publique. personnalités publiques, là, parce Ouais. qu'on les a déjà entendus, puis ça rend ça un petit peu moins intéressant. Ouais. Mais ouais, l'aspect Mais là, nouveauté, c'est ça. tu sais, André, je retrouvais cette excitation-là des débuts de comme justement l'excitation de la personne qui participe à un podcast aussi pour la première fois, Ouais. puis que comme qui partage pour la première fois des affaires que j'ai jamais eu la chance de dire en entrevue, Exact. tout ça, fait que puis ça a été, tu sais, Il a pu revenir sur... Tu sais, moi, mettons, il avait fait des statements, il y avait des articles qui étaient sortis, où est-ce que c'était comme des gros liners, tu sais, Ouais. des gros headlines. Puis là, il pouvait revenir sur ces choses-là. Ouais. Revenir sur, justement, Cannes, sur sa décision d'arrêter de faire des films, puis de parler d'où ça venait, ouais, puis de rendre ça beaucoup plus humain, ouais, puis dans la compréhension, puis dans l'écoute, puis c'était ouais. vraiment une super Mais conversation. c'est probablement un des podcasts qu'on a fait ever qu'on est le plus allé dans la vulnérabilité, mettons. Puis Quand même. dans parler de trucs difficiles, de blessures, de sentir la personne émotive. Tu sais, c'est arrivé sur le podcast, mais moi c'est une des fois dans ma mémoire qu'on est allé le plus loin. Là, tu sais, à un moment donné, il nous a demandé est-ce que c'est permis de pleurer sur le podcast. Tu sais. Ouais. Parce que c'est ça, mais c'était super beau de voir quelqu'un comme ça que j'ai senti comme littéralement complètement sans filtre. Là, tu sais. C'est fou parce que Sans faire de mauvais jeu de cette mots. conversation-là a un peu débuté en parlant de son livre. Ouais. Puis rapidement, on a fini la portion
press tour là, la du portion, podcast. Puis rapidement, on est comme, OK, là, ça sera pas ça la conversation. on est tombé dans le vrai. Là, Dans tu sais. le raw. Non, mais c'est ça, tu sais. Puis je pense que. Mais moi, je suis ultra flatté et honoré qu'ils nous fassent confiance comme ça. De un, qu'ils nous choisissent pour faire son premier podcast. Puis de deux, qui décide de se livrer comme ça, puis de se sentir à l'aise, de s'ouvrir justement sur les moments les plus difficiles de sa carrière, dont on sent qu'il n'est pas tout à fait remis encore, tu sais, puis il deal encore avec ça. Puis on lui souhaite de guérir puis de tourner cette page-là. Puis tu sais, je pense que tu sais, il travaille sur un nouveau film, puis on sent qu'il est comme en processus à ce sujet-là, excuse-moi, finis ce que tu dis. Non, mais j'allais dire, à ce sujet-là, ça a été sur le Sans Fil podcast. Maintenant, c'est annoncé dans le monde. De notre histoire médiatique, parce qu'on fait partie du paysage médiatique, ça, c'est probablement le plus gros scoop qu'on a eu. Un des bons gros scoops. Comme le fait que Xavier Dolan va faire un nouveau film. Ouais. Il nous en a parlé en primeur sur notre podcast. Puis le lendemain, c'est comme ça circulait. Ça faisait les grandes lignes. Xavier Dolan va faire un nouveau film. C'est quand même gros, là, tu sais, pour même le mois. Puis là, tu sais, je veux pas nous vieillir ou vieillir Xavier non plus, mais quand j'ai écouté Mommy, je veux dire, j'aurais jamais pensé, de par la qualité de ce film-là puis de comment ça m'avait touché et marqué, j'aurais jamais pensé qu'un jour, son auteur allait être devant moi pour me donner un scoop sur son prochain projet. Genre, c'est comme un peu surréel comme moment, mettons. Ouais. Je me replaçais à moi qui se fait prendre dans le ventre quand Anne Dorval, elle tourne dans le parking de l'hôpital psychiatrique, dans Mommy, tu sais, à la fin du film. Puis donc, comment ça me prenait en vente dans ce moment-là que je vivais au cinéma, dans le temps où est-ce que j'allais au cinéma à toutes les semaines. Mm-hmm. Puis d'imaginer ce PH-là qui était autant ému par une œuvre que là, il allait des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, là, qu'il allait avoir un scoop de Xavier Dolan. Genre, on dirait qu'il y a quelque chose de surréel. C'est arrivé une couple de fois dans l'histoire du Sans Filtre, des moments surréels où est-ce que... Où est-ce qu'on vit ça? Genre, on se dit, genre, je peux pas croire je peux pas croire que ça arrive. Ça, là, ben oui, c'est ça. Mais c'était... Moi, j'ai adoré découvrir ce gars-là plus dans sa personne, dans sa vraie personne, là, plutôt que l'image qu'on se fait, ou justement des grands titres ou des entrevues qu'il va donner plus courtes, tout ça. Puis de voir toute la complexité de cette personne-là qui est un génie, là, de la... Ça, cinéma, c'est hors de débat. Là. De la création, mais qui vit avec qui a tout un bagage, qui vit avec des trucs plus difficiles, puis que, tu sais, tout ça se bouscule, on dirait, à l'intérieur de lui. Tu sais, t'es arrivé ici tellement... quasiment nerveux. Nerveux, là, tu sais, un peu, puis tu le sens que comme ça va vite dans sa tête, puis que comme il remarque tous les petits moindres détails. T'es arrivé ici, il regardait les livres, il regardait comment la caméra était placée, tu sais, tu vois un vrai, tu sais, un réalisateur, tu sais, comme... On a l'impression que c'est pas lui qui a décidé son métier, c'est son métier qui l'a choisi, là, parce que comme on dit... Tu sais, puis tu ressens ce gars-là qui a comme... Tu sais, je sais pas comment dire, là, tu sais... les clichés là, du vrai artiste, là, mais tu sens que comme ce gars-là, il faut qu'il s'exprime. Émile Réligan, il faut qu'il s'exprime artistiquement, il faut que ça sorte. Puis, tu sais, justement, tu sais, j'ai l'impression que même si il y avait les grandes lignes de genre, je prends ma retraite, puis, tu sais, le cinéma est inutile, ça tu sais, mal cité ou non, mais tu sais, tu vois que ce gars-là, il arrêtera pas de faire des films. Non. Puis, probablement. Ou il arrêtera pas d'être un artiste, en tout cas, d'écrire. Là, exact. Ouais. Fait que bref, on va aller écouter un extrait. Oui, tout à fait. Juste avant, une dernière petite affaire par rapport à ça. Je trouvais ça cool aussi dans ce podcast-là qu'il y avait un regard critique sur sa mise en scène personnelle du temps. Ouais. Autant de dire que quand il est arrivé comme un personnage avec les cheveux dans les airs puis les petites lunettes, puis comme même son attitude, il était lui-même critique envers ça, puis qu'il comprenait aussi la vision que les gens avaient de lui. C'était comme une bonne rétrospective sur tout ce qu'il a vécu, puis qui il était, puis comment il se présentait aux gens. Je trouvais ça vraiment intéressant. On va aller écouter l'extrait. Extrait! Manon, passe sur le piton. Tu sais, je suis en train de... Tu
suis en train de travailler sur un film. Oh! Un scoop au centre du podcast. OK. En écriture? Ouais. Ah ouais? C'est quelque chose que j'ai écrit avant la pandémie. OK. Ouais. C'est quelque chose que j'ai écrit avant la pandémie, puis que j'ai ressorti. Mais c'est parce qu'on parlait de ce qu'on connaît, de ce qu'on veut décrire. Tu sais, c'est un film de genre. Ouais. C'est un film d'horreur qui se passe en 1880 en France. On est ailleurs, là. Ouais. Ça peut pas être plus éloigné, Ouais. évidemment, de moi, de ma vie, de ce que je connais, entre guillemets. Pourtant, en le relisant, je réalise que c'est un film sur la peur de l'échec, la peur d'être aliéné, d'être rejeté, d'être incompris, la difficulté de créer. J'étais comme, Tiens, il y avait déjà tous les petits... t'avais déjà les pièces, maintenant, tu les as extrapolées. Ouais. Puis là, j'ai envie de les approfondir encore plus, mais inconsciemment, c'était quand même vers ça que je m'en allais, vers là que j'allais. Ouais. Donc, quelque Donc, chose que je connais puis que je connais pas en même temps, dans une époque qui me fait envie, mais dans un style qui me fait envie, dans une proposition complètement différente, où je sens que je peux me surpasser, me apprendre, grandir, mais avec des thèmes qui, même dans l'horreur, parce que c'est un film d'horreur. Ouais. Donc, t'es retombé sur ce script-là que t'avais écrit, t'as dit, crime, OK, ça me parle encore, puis c'est encore plus d'actualité maintenant, finalement, Oui, des années plus en tard. quelque sorte. Ah ouais? Ouais. Puis t'en es où à quel stade que t'es rendu dans le... Ben là, je m'en vais en voyage pour le finir. OK, l'écriture. Ouais, je l'avais jamais terminé. Il me restait 20 pages. OK? Est-ce que tu le refais au complet? Est-ce que quoi? Est-ce que tu le repasses au complet ou tu le termines? Ben simplement? oui, mais La réécriture... je suis pas fru de ce que je lis. Ah là, ouais, tu sais. ok. Je suis pas comme arc. Ouais. Des fois, tu relis quelque chose puis tu fais, oh mon Dieu. Ouais. Je vois, tu sais, tout ce qui va être enlevé, tout ce qu'il y a, ça c'est trop, ça, non, ça j'y crois pas, ça, trop de mots ici, cette scène-là est pas nécessaire. Mais la structure est là. Mais oui, je vais refaire une passe dessus au complet. Est-ce que tu y prends plaisir plus, autant ou moins que tu croyais que tu allais y prendre à faire ce travail-là, à retomber dans cette création-là qui au final était ton média à toi, là? Ou du moins celui avec lequel ton premier amour, mettons? On parle d'écriture. Ouais, ben l'écriture, le processus de faire un film, de commencer comme ça. Mais tu sais, moi, l'écriture, la préparation, le tournage, il n'y a rien que j'aime plus au monde. Là. Tourner, être sur un plateau, c'est mon... C'est jamais parti, ça. C'est le moment... Ah, jamais. C'est jamais parti. Jamais, puis clairement, je peux pas vivre sans. C'est quand ça J'ai sort... commencé à écrire une série aussi, tu sais, puis aller à Cannes, puis être sur le jury du Certain Regard cette année, ça a évidemment précipité un... C'est même pas un désir de cinéma, c'est vraiment juste un désir de créer. Faut que je fasse, faut que je fabrique, faut que je place, je veux éclairer, je veux habiller, je veux diriger, j'ai Ça, besoin même de si tu ça. essayais de le taire, c'est toujours là, puis ça va toujours ressurgir. Oui, finalement. puis c'est que ça crée une frustration, ça me tue, je pense, tu sais, ça me de pas être en création. Puis Ça là, peut être un clip vidéo, ça peut être n'importe quoi, mais faut que je fasse. Puis l'idée de faire un nouveau film, parce que tu sais, il y a eu, je sais pas si t'as été mal cité, mais tu sais, il y a eu ça a été évoqué dans peut-être que je referai pas de film, ou ci ou ça, là, de te relancer dans un nouveau processus de film, dans quel état d'esprit tu te trouves? Est-ce que après les traumatismes que tu as vécu, est-ce qu'il y a une anxiété qui vient avec ça? Est-ce qu'il y a de l'appréhension? Ou là, t'as retrouvé le bonheur? Je sais pas. Tu sais pas. Je sais le plaisir que je vais avoir à tourner. Ouais. Tu sais, il y a ce projet de film, mais tu sais, j'ai écrit une série aussi. J'essaie de voir, de contempler les options qui s'offrent à moi. La série que j'ai écrite, tu sais, est peut-être plus ambitieuse en termes de financement puis d'écriture que un film d'1h20 qui je me demande comment revenir, tu sais, je me demande comment justement, j'essaie de mesurer la prise de risque puis je me demande, je veux prendre un risque qui est sain. Ouais. Parce que je peux plus me mettre en danger comme avant. Parce que là, sens-tu qu'il y a une...
je reviens à la question de pression, mais c'est une pression de l'attente du retour. Oui. Sens-tu comme le prochain projet comme un retour finalement, puis qu'il y a comme une espèce de pression qui vient avec ça, de genre là, je peux et je veux pas me tromper? Oui, là, c'est sûr que quand tu dis que t'en feras plus, puis après ça, tu fais finalement oui. Là, tu l'as demandé, là, cette pression-là. Après, j'essaie justement c'est ça que je veux dire dans la mesure de la prise de risque, tu sais. Il y a une citation de Jean Cocteau que j'aime beaucoup, puis qui est précise, mais qui finalement débouche sur plusieurs conclusions possibles et interprétations possibles. Mais il dit, le tout dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où aller trop loin. Puis c'est comme, tu sais, donc c'est par rapport au risque, par rapport à l'audace, donc à la jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller, jusqu'où aller trop loin, tu sais, oui, je veux prendre un risque, mais j'ai besoin que ça marche. Ouais. Donc j'essaie de me mettre en danger intelligemment. Mais comment est-ce que tu sépares ça de faire des trucs pour plaire? Faire des trucs pour plaire, comme on parlait tantôt. Je comprends. C'est que la réponse est simple, c'est que ça me plaît à moi. Ouais. J'ai envie de faire ça. Ouais. J'ai envie de raconter cette histoire-là. J'ai envie, j'y pense constamment. Et la principale personne à qui j'aimerais plaire en faisant ce film-là, c'est moi. Mm-hmm. Mais je pense que je suis un bon public, en fait un public facile. J'aime le divertissement, j'aime l'art, j'aime la narrativité, j'aime les histoires, donc j'ai un appétit de ça, puis j'ai un plaisir à regarder ça, à le fabriquer aussi. Donc je sens pas non plus qu'il y a un travestissement ou une prostitution de ma création pour plaire. Je pense que ça va plaire parce que je pense que ça va me plaire à moi. Toi, qui est le premier public. C'est ça. Mais on est de retour. Je vais te surprendre, OK? Vas-y. On s'en est pas parlé avant, mais je vais te surprendre. Un de mes coups de cœur de l'année, c'était un épisode sponsorisé par Emma Québec avec Jonathan et Olivier. On s'en est fait parler. Moi, j'ai posé la question aux auditeurs. C'est quoi vos podcasts qui vous ont marqué? Puis il est ressorti. Il est ressorti beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qui s'était inscrit au... Puis là, le best-of n'est pas sponsorisé. Exact. Ça, c'est... Mais qui s'est inscrit au best-of, puis... au registre des dons de cellules souches. Puis juste d'avoir un témoignage, puis on passera peut-être moins de temps sur cet extrait, sur ce podcast-là que sur celui de Xavier Dolan, par exemple, mais juste d'avoir un témoignage aussi humain, je trouvais que c'est la meilleure façon de faire de la promotion pour quelque chose. Ouais. C'est comme de recevoir ces deux gars-là qui viennent raconter leur histoire en toute transparence, vulnérabilité et honnêteté. C'est qu'il n'y a rien qui va rejoindre les gens plus que ça. Puis, comme de fait, je m'en suis fait parler énormément. Beaucoup de monde qui me disait « Hey man, ça m'a touché beaucoup. » Ils me disaient pas « Hey man », souvent c'était pas des boys qui venaient me dire ça, mais ça les a touchés beaucoup. Puis je suis vraiment, vraiment reconnaissant que ça soit du travail, là, dans le sens que ça ressemble à ça, notre travail. C'est quand même assez fou. Là. Fait que c'était vraiment un bon highlight. Il y a sûrement des extraits qu'on peut mettre de ce podcast-là. Là. Ben oui. C'est fou pareil, tu sais, qu'un de ces deux gars-là, si c'était pas du registre de cellules souches, comme il n'aurait pas été assez à table. Il n'aurait pas été assez à table. C'est fou, ça. Puis que, comme, ce soit comme gagner à l'auto, de se faire tirer. Tu t'es-tu inscrit, toi? Je te mets on the spot, tu as sûrement juste pas pensé, c'est pas parce que tu voulais pas le faire, là. Mais moi, je l'ai fait. Puis ça m'a pris, man. Là, j'ai l'impression de lire un pre-roll, mais c'est tellement. C'est pour ça que c'est une belle collaboration, parce que j'ai pas l'impression que c'est. Tu sais, là, c'est pas de la pub en ce moment, puis j'en parle quand même avec autant d'honnêteté que pendant la pub. Moi, en sortant de ce podcast-là, avec les deux gars, je suis retourné à Québec, puis en arrivant chez nous, je me suis inscrit. M'inscrire, ça a pris 2 minutes 30. 3 jours après, je recevais par la poste des affaires pour me. Ça a pris 2 minutes. Me mettre dans la bouche, tu tournes des affaires dans ta bouche, là, ça prend 2 secondes. Puis après ça, la lettre est post-datée, tu vas porter ça à Post Canada, puis c'est fini. T'es dans le registre. Tellement facile pour comme de quoi qui est fou. Mais ouais, fait que, un de mes coups de cœur de l'année. Tu sais, on le sentait là, avec. J'oublie son nom, là, je suis désolé, mais. Tu sais, celui qu'on a reçu qui avait sauvé une vie, là, tu sais. Le sentiment
la fierté qu'ils ressentent, tu sais, puis le sentiment d'accomplissement, puis le C'était sentiment Olivier, de- je pense. Olivier, exact. Olivier puis Jonathan. Tu voyais dans ses yeux quelque chose qui brillait, là, tu sais, Ouais. d'avoir fait ce geste-là, là, tu sais. Ouais. Puis genre... Tu sais, c'est pas tous les jours que tu croises quelqu'un qui a littéralement sauvé la vie de quelqu'un, là, Ah tu oui, sais. c'est Puis clair. genre, tu sais, tu voyais que ça l'avait transformé, là, tu sais. Ouais. Puis c'est quelque chose de concret aussi. Tu sais, mettons, tu sais, tu peux te dire, ah, c'est juste une vie, mais t'as pas l'occasion personnellement de sauver des vies. Là. Mhm. Comme oui, on pourrait arrêter la guerre dans le monde, mais c'est pas toi qui vas le faire demain matin. Là, tu sais. Tandis que ça, tu peux le faire demain matin. Mhm. Fait que, non, c'est très cool. On va mettre un petit extrait, un petit témoignage sûrement de ces gars-là. Extrait. Fait que, Olivier, toi, tu reçois l'appel, puis qu'est-ce qui se passe après ça? C'est une montagne russe d'émotions, là, parce que on te laisse quelques jours à peine pour te dire faut que tu prennes la décision de... Tu t'es inscrit consciemment... Ben, c'est un peu inconsciemment que tu t'es inscrit au registre là, des donneurs parce que tu te dis peut-être les chances que je sois appelé, c'est vraiment gagner C'est comme à la tu mets loterie, ça dans là. un tiroir et tu le Ouais. fermes. Là. C'est C'est ça. un peu comme le don d'organes, là. Tu te dis, genre, je signe mon affaire, puis je pense Exact. plus jamais de ma vie, là, tu sais. Exact. Puis c'est vraiment... Tu fais ça spontanément, puis tu te Que le dis... don d'organe, Ça, par exemple- littéralement, tu prends pas la décision. Ça, par exemple, tu t'en rendras pas compte si ça arrive, là. Ouais. J'espère. Ouais. C'est ça. Mais non, c'est ça. Tu sais, quand je me suis inscrit au registre, c'est vraiment... Ça s'est fait automatique, là. J'ai vu la publication Facebook, l'article de journal. Je me suis dit, ben, crime, je vais m'essayer moi aussi, puis on sait jamais. Mais j'avais pas pensé à la finalité de me dire, un jour, je vais recevoir un appel. Et là, quand l'appel est entré, c'est vraiment plein de choses qui se passent dans ma tête de me dire... Je trouve qu'il y a des questions... il y a une question éthique aussi qui se pose, à savoir, le processus est très confidentiel, puis c'est correct, il ne faut pas que tu saches qui est le receveur, mais je suis persuadé que si on me dit, ben c'est un petit bonhomme de 3 ans, une petite fille de 10 ans, par exemple, que ils ont toute la vie devant eux encore, je me dis, ben crime, je me poserai même pas la question, puis je vais faire le don. Versus si c'est mon frère qui a besoin d'une greffe, je me poserai pas la question non plus. Si je suis compatible, je vais dire oui tout de suite, c'est mon frère. Là, c'est un pur inconnu, que j'ai aucune idée c'est qui. Un gars, une fille en Europe, aux États-Unis, ici, à Montréal, mais c'est là où est-ce que je me pose des questions. OK, là, comment est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais par la ponction aussi, justement, directement dans la moelle, la moelle osseuse? Je le fais par le processus d'aphérèse. Donc, tu sais, c'est des... Il y a différentes façons de le faire. Ouais, exact. Toi, t'as choisi laquelle? Aphérèse. Donc, dans le fond, c'est un processus où est-ce que tu prends une médication dans les jours précédents. Puis ça, c'est une autre chose aussi. Tu sais, moi, je viens de l'Abitibi. Le centre transplanteur, il est juste ici à Montréal. C'est Maisonneuve-Rosemont. Donc, je suis venu passer une semaine avant à Montréal pour moi-même, dans la chambre d'hôtel, m'injecter la médication qui est dans le ventre. Là. C'est des aiguilles, en fait, là, que je me mets pour faire stimuler la production de cellules souches puis les faire sortir aussi des os pour que ça aille dans le sang. Donc, tu sais, c'est un processus où est-ce que quand que tu reçois l'appel, on t'explique les avantages de un et l'autre, de la méthode. Puis là, Parce que la ponction dans la moelle osseuse, c'est sous anesthésie, si je me trompe pas. exact. Anesthésie générale. Moi, j'ai choisi l'autre procédé où est-ce que tu es assis dans une chaise à l'hôpital, puis c'est un 5-6 heures où est-ce que tu peux pas bouger, puis c'est dans tes bras, puis il y a la centrifugeuse qui va conserver tes cellules souches, puis de l'autre côté, on te redonne ton sang, les globules, le plasma qui est pas utilisé. Donc, c'est comme ça qu'on me l'explique. Fait que, tu sais, l'état d'esprit, quand on m'appelle, c'est vraiment, OK, là, j'ai l'opportunité de sauver une vie, puis si je dis non, cette personne-là est à risque de mourir parce que Des grands risques, quand même. c'est ça, quand tu es rendu à appeler le donneur, ça veut dire que tous les traitements précédents n'ont pas fonctionné. La greffe, c'est la dernière option possible pour sauver la vie de quelqu'un. Donc, tu as une grande responsabilité après ça de te dire, j'ai fait le choix il y a 4 ans de m'inscrire au registre. Là, ça se concrétise, fait que je vais aller jusqu'au bout du processus. Puis j'en parlais avec mon entourage, puis c'était quand même divisé dans mon entourage. Ah des ouais, gens qui disaient oui, fais-le, d'autres fais-le pas, tu connais pas la personne, tu sais pas c'est quoi qui va t'arriver, mais C'est drôle parce qu'on dirait que peut-être que ma compréhension, peut-être que je comprends mal les dangers du don, parce qu'on dirait que si, comment tu me l'expliques, corrige-moi si je me trompe vraiment, là, c'est que les pour, c'est sauver une vie, puis les contre, c'est 5 jours un peu plates à t'injecter, mettons.
Ouais. Fait que on dirait que ça m'apparaît pas vraiment négatif, là. Tu sais, je sais pas. Sincèrement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait absolument rien de négatif dans le C'est processus. Puis, si on m'appelle demain encore pour me dire que je suis compatible avec quelqu'un, je vais le refaire. Tu vas le refaire, là, parce que c'était pas une expérience traumatisante pour toi, là. Non, tu sais. du tout. C'est sûr que la journée même où est-ce que je fais le don, ben après ça, t'es plus faible. Tu sais, ton corps il n'y a plus vraiment d'énergie, puis tu as juste hâte d'aller te coucher. Là. Ouais. Mais c'est la fierté quand tu te dis, tu sors du centre à Maisonneuve-Rosemont, puis le feeling est un peu indescriptible. Là, puis, tu sais, j'avais l'impression que je sortais dans l'entrée de l'hôpital à Maisonneuve. Puis, Merci! les infirmiers, les infirmières, les docteurs qui t'applaudissent. ben, en fait, c'est un peu ça. Tu sais, le personnel est là. Tu sais, tu réalises pas le processus que tu viens de faire, puis tu viens de sauver la vie de quelqu'un. Mais quand que je suis au travers de monsieur, madame, tout le monde dans l'entrée de l'hôpital, puis je regarde ça, puis Maisonneuve-Rosemont, il y a les images de l'émission de Garde 24/7. Puis là, je regarde autour de moi, puis je me dis, crime, ben, je viens de faire la différence, en fait, dans la vie de quelqu'un. Puis ce sentiment-là, j'espère qu'il y a d'autres personnes qui le ressentent aussi quand ils font ce processus-là. All right, on est de retour. Oh, Hey, man, t'es rendu poche, man! T'étais bon, me semble, faire Disturb d'avant. Là, man, ça, c'était pas man, bon. il y a une affaire, puis il faudrait que je le... Il faudrait vraiment... Hey, man, il y a de la musique en haut de nous autres. Probablement qu'on l'entend pas dans les micros, mais c'est quand même fou, là. Je perds la voix vraiment facilement. Comme agressivement facilement. Puis je sais pas pourquoi. Puis ça me fait quand même peur. Tu sais, mettons, JFK Jr., là, RFK. Ouais. RFK, là. Ouais. Tu sais, t'as-tu entendu sa voix, lui? Non. Eh ben, comme ça! Je te dis, la voix, c'est une des raisons pourquoi il peut pas devenir président. Là. Ok. Genre, c'est vraiment agressif. Là. OK. Puis, des fois, je me dis, man, je pense que c'est un vrai problème. L'autre jour, j'étais à un brunch, puis je me suis mis à parler. Ben, t'étais là, on était au même brunch. Ah ouais. T'as Puis, perdu la voix. on a parlé d'indépendance. Ouais. Puis là, je me suis craqué un peu parce que quand je parle d'indépendance, je me craque tout le temps un peu. Ouais. Puis, j'étais arrivé chez nous, j'étais supposé voir Paisy ce soirée-là, je suis dans le char. J'essaie de parler, puis genre, j'ai de la misère, puis à un moment donné, ça rock, puis j'ai la voix fucking rauque. Je fais, hey, je peux pas venir. Genre, on pourra pas parler, je suis pas capable de parler. Je l'ai juste texté, je fais, je peux pas venir. Je suis en train de perdre la voix. Ça m'arrive souvent, comme même là, je sens que ma voix est pas 100% nickel. Ouais. Ouais. Fait qu'il faudrait que j'aille consulter un ORL, peut-être. là. Moi, j'ai remarqué de quoi, mais. Tu sais, quand on faisait des compétitions, quand on était jeune, là, Ouais. genre, je me faisais une fierté de crier Le plus fort possible. le plus fort possible pour, genre, encourager, genre, toute l'équipe. Laval, rouge, Laval, or, Laval. Puis, genre, rouge, je faisais exprès. Genre, si je revenais de la compétition en ayant perdu la voix, j'étais comme fier de moi. Ça Ah veut ouais. dire que j'avais été fucking intense. C'est genre. sûr, c'est pas bon. Fait que je faisais exprès, genre, à chaque compétition, de perdre la voix. Puis, plus ça allait, plus je la perdais Longtemps. facilement, Ok, puis ouais. rapidement, genre. Puis, honnêtement, j'ai vraiment l'impression que, comme, depuis ça, fait que depuis que j'ai 13 ans, genre, que comme j'ai vraiment la voix fragile, puis que dès Ouais. que je parle un peu fort dans un bar ou dès que je crie Ouais. un peu, genre, je parle à voix. Ben, peut-être que ça a un lien avec ça. Parce que moi aussi, une soirée dans un bar, c'est pour ça que j'évite les restaurants bruyants ou comme les endroits où il y a beaucoup de bruit, ça me fait vraiment chier parce que je peux pas parler fort parce que la seconde que je reviens chez nous, c'est gone pour 2 jours. Là. En tout cas, on s'en reparle après. C'est pas pour ça qu'on... Les gros tangentes Fait que pendant le c'est pour ça que tu peux plus faire Disturb. Ouais, c'est ça. Oh, Tu parles de la vitesse aussi, c'est pas juste, c'est pas juste des notes. c'est juste, je suis en train d'avoir un stroke. Là. C'est ça. Fait que moi, le podcast, c'est le podcast sur la nutrition intitulé Ouais. La guerre aux carbs. La guerre aux carbs, ça a été une illumination pour Dom. Ouais. Je te dis, on dirait ce que vous venez de me dire, ça shake mon monde au complet. Là. Ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est pour, tu sais, je sais pas, on dirait que c'était tellement ancré mes conceptions par rapport au sucre et aux glucides qu'il fallait comme éviter ça à tout prix. Avec Ben Boulanger et F. Crépeau, les 2 nutritionnistes. Ouais, puis c'était un genre de duo créé là, pour Ouais. l'événement, puis genre ça a vraiment bien marché. Je trouvais Créé pour l'événement. Non, mais tu sais, ils se connaissaient pas, Ouais. puis tout, mais je trouve qu'ils sont vraiment bien complémentés. Puis ça aussi, tu sais, des fois, dans les questions de la santé ou dans les questions, tu sais, tu reçois un expert, mais est-ce que cet expert-là représente le consensus, tout ça? Mais là, d'en avoir 2 qui abondaient dans le même sens, on dirait que là, c'était comme genre de podcast un peu... Ouais.
pas définitif, mais genre crédible Ouais. en ce qui est la nutrition. Puis la nutrition sportive, les deux sont un peu plus spécialisés là-dedans. là. Ouais. Bref, mais tu sais, justement, la quantité de carbs que tu as besoin quand tu fais du sport, exemple, du sport d'endurance, plutôt que tu t'entraînes 1 heure, 2 heures, 3 heures, Ouais. c'est quand même massif. Là. C'est fou. C'est fou. Puis tu sais, on sous-estime ça. Là. La plupart du monde qui s'entraîne, probablement, sous-consomme des carbs. Là. Vraiment. S'entraîne pour, mettons, de l'endurance, longue distance, etc. Ou même s'entraîner 1 heure. Ben, ils prônent ça. Là. Même les gens qui vont courir, tu vas faire du crossfit 45 minutes. Là. Mhm. Tu gruges dans tes réserves de glycogène quand même. Tu as besoin de carbs quand même. Puis même si pendant l'effort, tu les sens pas, tu le sens pas que tu en as besoin, ou tu sens pas que tu manques de power, ben pour ta récupération, pour ton énergie globale le reste de la journée, pour le risque de blessure, pour toutes ces affaires-là, c'est important d'en prendre. Tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que le podcast s'appelle La guerre aux carbs. Ouais. Parce que la guerre aux carbs, c'est une vraie affaire. C'est une vraie, je sais pas, un lobby anti-carbs ou comme pro-keto, diète carnivore, ces choses-là, comme si les carbs, c'était l'ennemi à abattre, puis que c'était ça qui te faisait engraisser. Puis c'est comme, c'est pas ça, pantoute. Mhm. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Fait que juste pour déboulonner ces mythes-là, Ouais. c'était vraiment un podcast de haute qualité avec, comme tu dis, 2 vulgarisateurs hors pair quand même, là. Vraiment. Puis 2 personnes, évidemment, qui peuvent pas être en désaccord parce qu'ils sont science-based. Exact. Ils peuvent pas être en désaccord parce qu'ils suivent les faits, ils suivent les études, ils suivent la science. Fait que c'est sûr que 2 personnes qui sont comme ça, basées sur les faits, vont se compléter, c'est sûr. Tu sais. Mhm. Puis moi, non seulement ça m'a réconcilié avec les carbs, mais ça m'a aussi réconcilié d'une certaine façon avec la protéine, genre, puis Ouais. avec les suppléments de protéines, Ouais. que genre, tu sais, on dirait que c'est comme polarisant, on dirait, les suppléments en général, mais les suppléments de protéines, de comme, soit tu penses que tu as absolument besoin de ça pour comme Ouais. t'entraîner, Ou puis comme soit construire... tu payes dans le vide. Puis... Ou soit tu payes dans le vide, ou genre c'est comme connecté comme douche, ou genre t'es Ouais. un douche si tu prends ça, whatever. Tandis que eux autres étaient comme, ben, c'est très possible d'avoir suffisamment de protéines dans ton alimentation, mais supplément de protéines, il y a l'aspect pratique à ça, que c'est facile d'ajouter dans ta gourde, Ouais. dans ton shake. C'est facile de prendre un peu n'importe où. Tu vas pas nécessairement traîner une poitrine de poulet partout où tu vas, tu sais. Exact. Fait que genre, c'est comme, OK, fait que c'est chill que genre, oui, varier son alimentation, oui, aller chercher des sources de protéines, mais genre, une scoop de protéines, Ouais. c'est ni le diable, ni le Dieu sur terre. Là, On tu sais. a perdu le sens du mot supplément. Puis je sais, je suis dans l'industrie du supplément, mais Ouais. supplément, ça supplémente. Mhm. C'est pas remplacer. C'est Ouais. pas un remplacement, puis c'est pas une nécessité. C'est une supplémentation. Puis si tu le vois comme ça, je veux dire, tu sais, mettons, Upica, là, Mhm. quand tu vas courir, là, tu pourrais avoir du sirop d'érable ou des fruits. Genre. Tu pourrais avoir des fruits puis avoir l'équivalent des carbs que tu as besoin alors en fruits, puis en fraises, puis en bananes. Puis tu pourrais avoir ça. Ouais. Mais c'est carrément pas pratique. Puis c'est vraiment tough d'en manger assez pour avoir le nombre de carbs que tu as besoin. Pendant tu que sais. tu cours. là. C'est ça, pendant que tu cours, pendant que tu es à l'effort. Tu sais, fait que c'est un supplément. Ça supplémente, ça remplace rien. Puis, mais tout à fait, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, la poudre de protéines, c'est un must aussi pour moi. Mhm. Dans ma routine à tous les jours. Quand je suis chez nous. C'est ça. C'est ça le Puis- problème quand je suis sur la route, par exemple. Je commence pas à traîner tout mon stack. Non, exact. Puis ça veut pas dire que ça devient ta source de protéines principale puis que tu en Non, prends 4 non, scoops par exact. jour. Tu peux en prendre une, justement, parce que sinon, je sais pas, au déjeuner, t'aimes pas ça, manger des œufs, mais tu veux avoir des protéines un peu, ben Ouais. tu prends ta scoop ou whatever, ou tu t'apprends quand t'es on the run, whatever. Ouais. Mais, On va aller écouter un extrait de ça. Extrait. D'où vient la peur des glucides? Comment c'est arrivé? Puis pourquoi? Puis après ça, parlons de l'importance des glucides dans la vie. Oh my God, les glucides, ils ont mauvaise presse depuis tellement longtemps, depuis Montignac. Ça, c'est dans les années 70-80. Montignac, c'était pas de patates, pas de riz, dans le fond. C'était ça, sa Fallait pas que ça diète. soit avec de là. la viande, ouais. Ouais. Il y avait comme une association bizarre. les P, les fameux P. Les fameux P, P. pain, pâte, les P patate. engraissants. Ouais, c'est vraiment relié à la prise de Mais poids. précisément, chez les juste une mini parenthèse, les glucides, c'est quoi exactement pour ceux qui nous écoutent qui savent pas de quoi on parle? Là? C'est un des 3 macronutriments. Donc, quand on parle de macronutriments, on parle de glucides, protéines, lipides.
Puis c'est un macronutriment qui est très utilisé par justement les muscles, le cerveau comme source d'énergie principale. Normalement, c'est ce qu'on devrait avoir en majorité dans notre alimentation. Pourquoi est-ce qu'ils ont mauvaise presse Fait autant? qu'on parle de pâtes, patates, sucre. Riz, fruits, produits laitiers, il y en a aussi dans le lait, dans le yogourt, évidemment dans les bonbons. Qui inclut aussi les fibres là-dedans, le sucre ajouté, le sucre naturel d'un aliment, Exact. les fibres, l'amidon. C'est quand même un bon melting pot de beaucoup de choses qui est utilisé par le corps pour, comme tu disais, faire des contractions musculaires au final. Mhm. Puis les protéines ont eu leur moment de gloire, l'ont encore, à mon avis. Ils sont très, très, très populaires. Les lipides l'ont eu. Tu sais, c'est bizarre. Malgré eux. C'est bizarre. Tu dis, les lipides, c'est du gras. Tu pourrais dire, ben si je mange du gras, je vais J'en prendre veux du pas, gras. ouais. Mais non, les gens font plus l'association avec les glucides. Ouais. Je cherche pourquoi. Je sais pas, mais c'est... Moi, je le vois là, quasiment tous les jours avec les clients avec qui je travaille. Les glucides, ils ont peur de ça comme la peste. Ouais. Faut pas que j'en mette trop. C'est extrêmement rare que je vois des gens qui en mangent trop. Mhm. C'est vraiment plus le contraire. C'est sûr qu'en plus, je travaille avec des sportifs qui en ont besoin encore plus normalement. Mais ouais, les gens, on l'associe à quelque chose de toxique. Tu sais, il y a eu plein de marketing, de livres en lien avec le sucre. Tu sais, on dirait qu'on met tous les glucides dans le même panier. Puis tu le disais, tu sais, il y a les sucres naturels dans le riz. Tu as le sucre dans tes Smarties. C'est du sucre, c'est des glucides, mais évidemment, ça n'aura pas le même impact sur ton corps. Mais on les a tous mis dans le même panier, puis on s'est dit, si les glucides, c'est mal, puis si je veux perdre du poids, puis parce que tout le monde veut perdre du poids, ou presque, en tout cas, c'est très, très, très normalisé dans notre société, mais on va couper les glucides. Mhm. Puis C'est le premier réflexe de tout le monde. Je veux perdre du poids, je coupe Ouais. les glucides. Peu importe patate. Puis ça marche quand même, c'est ça ton objectif? Y a-t-il Ça une marche vérité derrière ça, ou mais pas dans vraiment? le court terme? Ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par ça marche, parce que tu sais, au final, si tu veux te malnutrir pendant un certain temps, tu sais, mettons t'es à l'hôpital, t'es malnutri, t'absorbes vraiment pas grand-chose, t'as de la misère à manger, ben tu vas perdre du poids puis tu vas avoir réussi ta perte de poids, mais Ouais. tu sais, c'est réellement ça qu'on cherche souvent dans la vie de tous les jours, ben non, tu sais. Puis encore là, j'ajouterais même le bémol, tu sais, est-ce que c'est réellement une perte de poids que tu as besoin ou d'un changement d'habitude alimentaire, un changement d'habitude d'activité physique qui va peut-être occasionner à un changement de poids sur la balance. Au final, on s'en fout, on s'en là. tape un peu de où ça mène. Ce qui va être associé justement à une meilleure santé ou à ton objectif, peu importe c'est quoi, c'est beaucoup dans le changement de comportement alimentaire puis le changement de niveau d'activité physique souvent qui va être relié à ça. Tu sais. Mhm. Puis, tu sais, oui, bien sûr, dans ton assiette, tu peux réduire la portion de glucides pour Augmenter réussir autre chose. à avoir un déficit énergétique, perdre du poids, mais ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils font juste le couper totalement. Ils vont manger de la salade avec du poulet, classique, là, ou du tofu, peu importe, Ouais. puis ils vont trop les couper. Puis là, ça peut mener à des cravings, parce Ouais. que ton cerveau, il a quand même besoin de glucides dans la vie, puis ton corps aussi. Puis là, ben, le soir, tu vas avoir des cravings, qu'est-ce que tu vas manger? Ben, ça sera pas du riz brun, ça va Ça sera être pas des carottes. là. des bonbons, peu importe, de la crème glacée, parce que ton corps en a besoin. Mais est-ce que ça vaut la peine de couper ton riz dans ton assiette qui te donne plein de nutriments, des fibres, des choses comme ça, puis d'aller manger des bonbons le soir parce que veux pas, t'en as besoin? Fait qu'il y a toute cette roue-là, puis là, ça mène à la culpabilité, puis les conclusions. Puis puis ce bref. cycle-là, il est vraiment bien démontré dans la littérature. Là. Ouais. Je ramène tout le temps ça à, mettons, mon dada qui est comportement alimentaire, mais tu sais, au final, le cycle de restriction puis de ce qu'on appelle la désinhibition, qui est la perte de contrôle par rapport aux aliments, c'est tellement fortement relié. Du moment que tu augmentes ton niveau de restriction dans ta vie alimentaire, ta désinhibition va suivre là, systématiquement ensemble. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est à chaque fois que tu coupes un aliment dans une marge que justement ça va créer un besoin à ton corps, ben ça, la perception ou ton cerveau, sa capacité de vouloir cet aliment-là va tout le temps augmenter, puis il va créer justement ces situations-là de perte de contrôle qui suivent de culpabilité, qui augmentent la restriction, qui finalement augmentent la perte de contrôle par rapport aux aliments. C'est une roue infinie du trouble du comportement alimentaire, mais que c'est pas juste les personnes qui sont à l'éclaircie là, qui vivent ça, là, c'est qu'il y a un centre pour personnes justement anorexiques, mais c'est monsieur et madame tout le monde qui justement veut perdre du poids ou qui a un problème avec leur composition corporelle ou leur perception de leur composition corporelle là, dans la majorité de ça. Puis là, tu disais, tu sais, ben là, souvent, si on va couper les glucides, on va avoir des cravings le soir, puis on va manger de la crème glacée, des affaires comme ça. Donc, est-ce que
est-ce qu'il y a des meilleurs glucides que d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait très sucré, c'est moins bon? Parce que dans l'exemple que je donnais, je descendais des 2 litres de C'est ça. crush Ouais. soda. Là, de- J'allais. Vas-y. Ce qui est parfait pour une surcharge en glycogène. Ouais, C'est un la- carbo load. Un carbo load, exactement. La nouvelle façon de le dire. C'est la nouvelle tendance. C'est parfait parce que cette journée-là, tu veux pas des tonnes de fibres parce que là, tu vas aller aux toilettes C'est ça. un temps puis un autre. Il n'y a rien de pire qu'arrêter aux toilettes dans un marathon. C'est pas assez Ouais, long c'est- pour que ça vaille la peine. c'est moins puis le fun. ça fait littéralement chier. Là. Exact. Donc, il y a des moments où est-ce qu'il y a des sucres rapides comme ton crush, les bonbons et tout Ouais. ça, ça vaut la peine pendant une course, avant, des choses comme ça. Mais évidemment, si dans ton repas, ta portion de glucides, c'est du crush soda, moins intéressant. Et puis, pourquoi c'est moins intéressant? Parce qu'il y a moins de fibres, Parce il y a qu'il y a pas moins de de fibres. vitamines, Ouais. minéraux. ça Souvent, va la grâce à vie. la différence avec les glucides, c'est au niveau de la vitesse d'absorption. Puis, on parle souvent d'indice glycémique, là, qui est justement pas extrêmement utile finalement au day-to-day, mais la différence entre, par exemple, le riz puis le sucre blanc direct, ben, c'est la vitesse d'absorption, la capacité de ton corps à défaire ce qui est attaché au sucre puis à l'absorber par la suite. Cette vitesse-là d'absorption va impacter, par exemple, la sécrétion d'insuline ou tout ce qui permet de le faire rentrer dans les cellules en général. Fait que, pour moi, il n'y a pas de bonnes puis de mauvaises sources de glucides. Il n'y en a pas. Ça a juste des utilités différentes. Tu sais. Un repas, tu veux avoir justement de l'énergie qui te soutient plus longtemps. Tu as la possibilité de digérer. Fait que tu veux avoir une source de glucides qui va être peut-être absorbée plus lentement, qui va te permettre d'avoir une énergie plus constante. C'est aussi pourquoi on veut des légumes avec ça, qu'on veut aussi une source de protéines. Ça ralentit l'absorption de nos glucides. Versus le crush que tu calais avant ta course. Oui, tu veux de l'énergie constante, mais on va taper le plafond non-stop pendant toute la course le plus possible. Fait qu'on s'en fout du crash que ça peut occasionner. On va tout le temps essayer de Il n'y aura pas remplir de ces crash réserves-là. si tu manges à chaque 20 minutes. là. Exact. Puis des sources rapides, ça va te permettre de rapidement l'absorber aussi. Là. Puis tu sais, quand tu parles de bon puis de mauvais, dans notre société, on a tendance à vouloir beaucoup classifier les aliments bons et mauvais. Puis ça, c'est, je pense, un gros problème qui crée justement des interdits. Parce que dès que tu manges Ouais. un aliment qui est classé comme mauvais, mettons la crème glacée, ben là, tu te sens coupable. Puis tu te dis, il va falloir que peut-être je fasse du sport pour compenser ça ou que je mange moins demain ou peu importe. Puis ça amène des comportements alimentaires justement qui sont un peu Déréglé, défavorable. exactement. Fait que d'essayer de se détacher de cette vision-là, c'est difficile parce qu'on l'a comme intégré en nous. Puis dans les publicités, c'est là beaucoup, tu sais, fais-toi plaisir, prends ça sans culpabilité, blablabla. Tu sais, c'est là un peu omniprésent, mais il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Il n'y a pas un aliment qui fait grossir. Il y a pas, tu sais, c'est pas vrai que tu manges un beigne, tu prends 10 livres. Ça, c'est faux, ça n'a pas rapport. Tu sais, le beigne, il va donner un certain nombre de calories, peut-être vide, peut-être qui va pas te rassasier longtemps versus des carottes, mais c'est pas un mauvais aliment pour autant. Il te fait plaisir, il amène d'autres choses. Dans l'alimentation, c'est pas juste la santé, puis des vitamines, puis des minéraux, puis des fibres. Tu sais. Donc, c'est beaucoup plus complexe et gris, comme on disait tantôt. Puis, And we're back. we're back. Un podcast marquant pour moi. Podcast de politique. Yves-François Blanchette, Ouais. le chef du Bloc québécois. Un chef d'un parti au fédéral. Un chef de parti au fédéral. Ouais. C'était la première fois. Première. C'était pas là. On avait déjà reçu des ministres. Un ministre Ouais. au fédéral. Mhm. Mais là, c'était la première fois qu'on recevait un chef de parti. Puis, quel meilleur parti fédéral pour recevoir son chef que le Bloc québécois? C'était vraiment une conversation cool parce qu'on a, du moins moi, comment je l'ai senti complètement humain. Ouais. Lui, c'est un gars qui est là, Ouais, qui existe. ouais. C'est un homme, un chum, un frère, C'était vraiment plus un une père, je sais conversation. pas, là, mais- C'est vraiment plus une conversation que quelqu'un qui vient vendre sa cassette ou sa salade. Vraiment. Puis finalement, je veux dire, il était quand même convaincant, puis J'ai genre convaincu. Là. convaincu. Mais ça qu'il- paraissait que c'était des idéaux que lui porte. Tu sais, même quand il arrive et qu'il dit personnellement, je suis plus à gauche que mon parti, mais juste ça, d'admettre que lui-même est plus à gauche que son propre parti, juste cette idée-là, Ouais, c'est fou. Là. ouais. Puis c'est le fun. Ça a été vraiment le C'est fun. pas juste justement, il vient rester la ligne C'est de ça. parti. puis Exact. C'est comme un gars qui parle pour vrai. tu sais. Exact. Puis ce que ça m'a permis de comprendre, parce que évidemment, je comprenais l'utilité du Bloc québécois, je comprenais, c'est ça, la raison pour laquelle voter Bloc, selon à quoi ça sert, tu sais. Mais ce que j'avais mal compris, ou ce que je comprenais pas nécessairement,
c'est que dans le fond, le Bloc québécois regroupe des indépendantistes de tout le spectre politique. Autant des gens qui pourraient voter au provincial pour QS, autant des gens qui pourraient voter pour le Parti québécois. Fait que c'est tous des gens, ou même la CAQ, c'est que c'est tous des gens de plusieurs idéaux politiques regroupés sous un parti. Fait qu'essentiellement, si moi je regarde, mettons, le paysage politique au Québec versus canadien, je pense que je suis prêt à dire que je suis plus bloquiste que je suis péquiste. Parce que je suis probablement plus à gauche que le PQ. Je pense qu'ils sont quand même, je veux dire, il y a une connexion PQ-Bloc. Ouais, sauf que je me reconnais plus, tu sais, je veux dire, je suis plus à gauche que le Parti québécois. Plus à droite que Québec solidaire, j'imagine. Si c'est les deux seules options indépendantistes. Mais c'est ce que j'ai compris, du moins, du Bloc, c'est que, OK, finalement, ça regroupe plusieurs idéaux avec une seule affaire qui est l'objectif de tout le monde, qui est l'indépendance du Québec. Puis qui est au fédéral, ben, de défendre les idéaux, les principes du Québec, mais aussi de viser c'est tous des indépendantistes qui souhaiteraient ne pas avoir besoin d'exister en tant que Bloc québécois, là, tu sais. Fait que ce qui me ramenait à la question au Québec de dire que tu sois de droite ou de gauche, si l'indépendance c'est l'objectif, travaillons tous ensemble vers l'objectif à la place de s'attaquer de parti en parti. Là, fait que non, j'ai adoré ça. Puis aussi, c'est ça, comme tu dis, extrêmement convaincant sur ses idéaux puis la place du Québec dans le monde. Là. Une partie que j'ai aimée, c'est quand il défait le mythe de la péréquation, puis qu'on a besoin du reste du Canada au Québec parce qu'il nous signerait un beau grand chèque, puis qu'on vit aux dépens de l'Alberta. Puis c'est complètement faux. Vrai, là, à la limite, c'est l'inverse. Là. Puis je ne citerai pas son argumentaire, on va juste vous le mettre, l'écouter. Carrément. Fait que, great. Puis tu sais, que son aussi, je trouverais ça rassurant et rafraîchissant aussi, que son argumentaire, un de ses principaux argumentaires, sur l'environnement, pro-souveraineté soit environnemental. Oui, ben oui, tout à fait. Puis, comme Paul Saint-Pierre Plamondon disait à Tout le monde en parle la semaine passée, quand vous allez écouter ça, c'est un autre moment, là. Mais il disait, tu sais, les jeunes, ça va continuer à monter dans les intentions de vote, l'indépendance du Québec au niveau des jeunes, parce que les arguments, l'argument principal ou un des arguments principaux qui touche les jeunes, c'est l'environnement. Puis c'est un des meilleurs arguments pour l'indépendance du Québec. C'est de devenir un phare pour les exemples de transition énergétique, tu sais. Fait que, ouais, tout à fait. On va aller écouter un extrait. Parlant de la souveraineté. On peut parler longtemps de souveraineté. Non, je t'ai coupé, mais tu sais, je sais que là, je vais donner un argument complètement biaisé puis basé sur l'expérience et non sur le... Parce qu'il y en a qui font des plateformes complètes juste avec ça. Mais genre, nous autres, on a fait l'été passé une tournée qui s'appelle Le Roi, la Rose et le Loup, là, avec Ariane Roy, Louis-Adrien Cassidy puis Cyril Larose. Puis c'était un gros show qui célébrait la musique de ces artistes-là, mais qui célèbre la musique en français at large. Là, puis il y a comme un moment dans le show où est-ce que il y a genre un peu un discours un peu patriotique, ou si on veut, juste comme pour la musique québécoise. Puis là, Thierry dit toujours à chaque fin de show, vive la musique québécoise, tu sais. Puis souvent, la foule se mettait à scander le Québec, un pays, genre. Le Québec, un pays, le Québec. Puis genre, nous autres, on était tous là, c'est comme à la fin du show, c'est le rappel, puis là, Thierry fait son Vive la musique québécoise, puis là, tout le monde se met à scander. Moi, je me sentais comme un ministre de René Lévesque, genre, sur le stage, genre, en mode, genre, la campagne du oui, tu sais. C'était vraiment ça. Mais genre, dans cet échantillon de style de personnes-là, de gens qui se déplacent pour voir un show de musique d'artistes francophones, on le sentait en estime. Ça doit être 100%, genre, ou 95% du monde dirait oui au référendum. Là. On le sentait, man, genre cette frénésie-là, puis genre cette envie-là, puis genre il y avait quelque chose qui se passait, genre il y avait une électricité dans l'air. Là, puis peut-être que c'est parce que c'est rendu quelque chose qui m'obsède, qui est quasiment de l'obsession. Là. Je pense que s'il y a un référendum, puis si le non gagne, ça va être long me remettre de ça. Parce que
Je pense pas. Tu sais, il faut arrêter avec l'idée que le 3e référendum, c'est le dernier. Là, comme l'indépendance du Québec va se faire. Il y a 2 affaires qui vont se passer. Soit l'indépendance du Québec va se faire, ou soit la culture québécoise va disparaître. Puis tant que moi, je vis, la culture québécoise n'est pas disparue. Fait que de mon vivant, l'indépendance va se faire. C'est la seule autre solution, tu sais. Ou je vais mourir. Ouais. Mais, c'est ça pour vrai. Ah ouais. Mais, je veux dire, si c'est pas là, c'est par tranche de 15 ans là, que ça arrive, puis ça va revenir. Puis si c'est un non là, il va en avoir un autre. Sauf que le lendemain de veille va être tough pour moi si c'est ça qui arrive, parce que c'est 30 autres années, 25 autres années à ne pas l'être. Ça fait 30 ans? C'est, C'est 95. Ça fait longtemps. Fait que c'est ça fait 30 ans. Ça va être 25-30 ans encore. Attends. Minimum. Ou tu sais, autour de. Mais il va en avoir un autre. Il faut arrêter avec l'idée que c'est le dernier, sauf que ça serait tough s'il passe pas. Là, Ouais. Mais tout ça pour dire que là, c'est comme je te disais, ça m'obsède. Puis j'en parle constamment. Mais pas plus tard que dernièrement, que ma soeur qui était déjà comme. Qui était on the edge, elle a étudié à McGill et comme à des amis anglo de Westmount, tu sais, puis comme elle s'est pas faite en tout, elle était pas à l'UQAM, là, tu sais. Ouais. Puis là, juste à force d'en parler, c'est comme, tu m'as convaincu. L'autre jour, je suis rendu, elle dit séparatiste. Ouais. Je suis rendu séparatiste. Ouais, c'est ça. Je suis indépendantiste, mais ouais, je comprends. Elle dit, je pense que tu m'as convaincu. C'est tellement, man, je fais une autre parenthèse, mais je trouve tellement ça drôle, cette histoire-là. C'est un de mes amis qui a étudié en musique à McGill, tu sais. Puis il disait que, mettons, les guitaristes dans, genre, son band à l'école, genre, je pense qu'il était ontarien, en tout cas, il était Canada-anglais, puis là, il venait étudier à McGill. Puis genre, tu sais, il disait qu'il était un peu spécial à la base, là, genre, mais il dit, lui, genre, il avait peur des séparatistes. Non, mais tu sais, genre, tu sais, il venait ici, puis genre, il pensait qu'il étant anglo, genre, il allait sortir dehors, puis là, il y a une gang de séparatistes qui allait venir, genre, de tabasser, genre. Tu sais, man, c'est genre, ça montre un peu comme, qu'est-ce qu'ils se font. C'est d'où qu'ils venaient? De l'Ouest canadien? Je sais pas si c'était de l'Ouest ou de l'Ontario ou des OK, mais c'était du Canada. Du Canada anglais. Ah, ouais, c'est ça, c'est fou. Fait que, genre, qu'est-ce qui se faisait feeder, lui, là? Tu sais, genre de. Dans son qu'est-ce qui se silo fait- à lui, là. Qu'est-ce qui se faisait dire sur le Québec? Dans sa comme, chambre hey, là-bas, c'est d'écoute, dangereux, il y a des séparatistes. Puis, genre, tu sais, au point qu'il était comme, genre, hey, Brian, on s'en va, genre, à tel bar, à soir, ça te tente-tu? I don't know, man, is there a lot of separatists there? Tu sais, genre, il demandait si tu un bar avec beaucoup de séparatistes qui sonnent là. Tu sais, même, comment c'est débile. Lui, t'es bien sérieux, là. Notre point de vue à nous, C'est tellement drôle, là. cette histoire. Comme même si on était là, aussi dans les rues à La guérilla. à là, traquer les anglos, là, tu sais. Mais ça montre. C'est quoi, genre, oui, comment le Québec est Mais tu sais, perçu? man, on Là, l'a c'est vu. peut-être pas un échantillon. Quand ça sort, là, comme on le voit, ce racisme-là envers le Québec, là, Ouais. puis on le voit dans certains glimpses, comme la semaine passée, c'était la Coupe Vanier, puis c'était le Rouge et Or qui jouait contre... C'était-tu Western? En tout cas, une université en Ontario. Puis, il y a eu un gars qui est passé de cette équipe-là. Je pense pas que c'était Western, là, mais, en tout cas. Il est passé à côté d'un gars du Rouge et Or, il l'a poussé. Puis, tous les témoins, parce que ça a été filmé, l'altercation, il pousse le gars du Rouge et Or. Là, les gars s'y poussent. Puis, tous les témoins ont dit que le gars passait à côté en le poussant. Puis, en disant, retournez chez vous avec votre français, c'est pas votre pays ici. Puis, genre, sais-tu quoi, man, t'as raison. C'est pas notre pays ici, man. Mais on va prendre la Coupe Vanier et on va la ramener au Québec, par exemple. Gardez-le, votre anglais! Lui, man. Lui, c'est un malade. C'était une légende automatique. C'est des icônes comme ça que ça prend pour faire l'indépendance. Ça prend... faut qu'on continue à créer du mythe autour de tu sais, faut qu'on chante l'hymne national québécoise aux Jeux du Québec, man. Genre, c'est les Jeux du Québec, man. À quel point on se fait baiser, man, quand on est tous là avant nos cours de natation. Juste tous des Québécois, man, autour de la piscine. Puis là, OK, on se lève pour l'hymne national canadien. T'as-tu un symbole plus fort que ça, man, de soumission complète, là? Chantons l'hymne national canadien aux Jeux du Québec à Amos. Tabarnak! En tout cas, on va écouter un extrait. T'es précis en crise comme situation. Non, mais on l'a fait, on ouais. était là, esti. J'étais allé aux Jeux du Québec à Amos, on est tous des enfants, on est debout, on chante l'hymne national canadien. On est juste du monde du Québec. C'est les Jeux du Québec.
On chante l'hymne national canadien en regardant un drapeau qui ne nous concerne pas. En tout cas, on va écouter des podcasts. Extrait. François Blanchette. Extrait. Possible, ça. Le fédéral ne met pas d'argent dans Hydro-Québec. Mais les Québécois, par leurs taxes et impôts, mettent des milliards de dollars par année dans le pétrole de l'Ouest qui, encore une fois, n'en a pas besoin. Ça ne nous revient pas, cet argent-là? Il ne revient pas. D'ailleurs, il y a du monde qui s'imagine qu'on paye notre gaz moins cher. Pas du tout. Le baril de pétrole de l'Ouest est vendu le même prix au Québec que n'importe où ailleurs où il sera vendu. On n'a aucun avantage, rien. Puis là, ils vont vous parler de la péréquation, qui est une des plus belles inventions du fédéralisme canadien. C'est de dire aux gens, vous ne comprendrez jamais ce que c'est, mais on va juste vous dire que sans ça, vous ne seriez pas capable d'exister. Fait que c'est comme si je disais, quand tu as ta paye, tu reçois ton chèque, là, donne-moi-les et je vais te redonner de l'argent chaque année. Si tu fais ça, c'est parce que tu en fais plus que l'autre. Le Canada gagne plus à l'appartenance du Québec au Canada que le Québec n'y gagne. Sans ça, il ne se battrait pas tant que ça, au-delà des enjeux géopolitiques. Hein. Puis d'ailleurs, la péréquation qu'on reçoit, on en paye une partie de nous autres mêmes. C'est une légende. L'Alberta ne fait pas un chèque au Québec. Là. Les Albertains payent des impôts, puis les Québécois payent des impôts. Tout le monde paye des impôts. Le gouvernement a un certain montant d'argent. Ce montant d'argent-là va être réparti selon un certain mode de calcul. Le Québec en reçoit moins que beaucoup d'autres per capita, mais le montant total est élevé parce qu'on est nombreux. Et dans les années à venir, éventuellement, plusieurs économistes vous diront qu'éventuellement, le Québec se mettrait à payer de la péréquation. Parce que le pétrole n'est pas éternel. Il est en train de transformer l'Ouest canadien en un bien étrange endroit. Et j'ai même dit, même si ils sont quelque part entre pas m'aimer puis m'haïr des fois, là. Mais Qui ça, I? l'Ouest canadien Ouais, ok. pétrolier, écoute, les éditoriaux dans les journaux de l'Ouest canadien, Ouais. c'est pas Calinos à mon endroit non plus. Mais j'ai souvent dit, l'argent qu'on envoie là, on pourrait continuer à en envoyer parce qu'ils devront entreprendre leur transition énergétique. C'est la planète au complet qui paie le prix de cette dépendance qu'on entretient à l'endroit de ce qui est la cause la plus importante des changements climatiques, lesquels nous coûtent de plus en plus cher année après année pour les dommages causés, que ce soit par une plus grande prévalence de feux de forêt ou une plus grande prévalence de tempêtes qui viennent de plus en plus tôt, de plus en plus loin vers le nord, les inondations qu'on a connues, les variations climatiques sur l'agriculture, les impacts de ça coûte extraordinairement cher. Mais on ne le dit pas, on prend le cash, ça s'en va dans les poches des actionnaires des pétrolières de l'Ouest, qui en général sont à Toronto. Pas grand-chose pour le Québec là-dedans. Donc, selon toi, l'argument aujourd'hui principal de la souveraineté il est environnemental? Il y a des bons arguments économiques, puis il y a des bons arguments écologiques aussi pour faire la souveraineté. Mais on fait d'abord la souveraineté pour être libre. On fait la souveraineté pour que nous-mêmes, comme nation, avec notre histoire, notre identité, notre langue, nos valeurs, bien sûr, ça change d'un individu à l'autre. Puis bien sûr, c'est pas pareil dans le milieu urbain puis dans le milieu rural. Puis toutes les nations ont ces enjeux-là. Mais fondamentalement, le Québec est encore un tout cohérent qui pourrait l'être davantage s'il n'y avait pas tant d'efforts de fait pour mettre des clivages entre, par exemple, les Anglais et nous, qui sont très exagérés d'ailleurs. La création, moi j'ai été dans le milieu des arts longtemps, une des caractéristiques et des forces de Montréal, c'est ce métissage créatif entre les racines françaises de Montréal et les racines anglaises et le Montréal issu de l'immigration qui, pendant longtemps, créait quelque chose de nouveau et de différent et d'extrêmement fertile en matière de culture et d'art. C'est une grande richesse qu'on a. Moi, j'ai jamais été contre la communauté anglaise de Montréal. Là où la chicane pogne, c'est quand je dis les droits des anglophones de Montréal n'incluent pas ceux d'intégrer les immigrants en anglais. Parce que la langue nationale reste le français. Et quand on se rend là, on est moins amis. Mais à la base, j'en ai pas contre les universités anglaises. Est-ce que le financement peut être mieux équilibré? Certainement. Est-ce qu'on peut travailler pour que les institutions soient comparables en termes de ressources, incluant au niveau des médias? Parce qu'il y a plus de médias anglais per capita au Québec qu'il y en a de français per capita. Il y a plus d'hôpitaux, il y a plus d'écoles, il y a plus de tout. Per capita, ils ont plus de moyens, historiquement, puis c'est entretenu de différentes façons. Dans un Québec souverain, je ne pense pas qu'on va commencer à couper là-dedans. C'est pas ça le but. Le but est que quand quelqu'un dépense 1 pièce pour le bien de la nation québécoise telle qu'on la voit, il y a quelqu'un de l'autre bord de la rivière des Outaouais qui dépense 1 pièce contre. Ça s'annule puis ça coûte cher.
Un Québec souverain n'a plus à craindre pour la prévalence du français parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui essaie de compléter l'exercice naturel de réduire le poids du français au Québec. Il y a un agenda actif, volontaire de réduire le poids francophone au Pas Canada. complotiste, ben. Non, mais j'ai dit le mot La agenda. majorité a toujours le désir de faire en sorte que la minorité lui ressemble. On va le dire de même, c'est poli. Le conquérant, c'est pas hier matin, là, le conquérant veut toujours assimiler le conquis. C'est normal, historiquement, c'est vrai depuis toujours. Et puis le conquis, des fois, ça ne tente pas. Donc, depuis 280 ans, grossièrement, les descendants de l'Empire britannique espèrent réussir à assimiler les descendants de l'Empire français, avec tous les impacts de l'immigration, mais avec pour eux souvent le désarroi que beaucoup d'immigrants se sont intégrés en français et non en anglais pendant longtemps, pendant très très longtemps. Je pense pas que quelqu'un se lève le matin en disant on va les faire disparaître, mais je pense qu'il se lève pas le matin en disant on va les aider. Ouais. Le fantasme du Canada bilingue et biculturel, ça n'a jamais marché. Ouais. On a, à peu près dans toutes les provinces canadiennes, ratatiné ce qu'il y avait de francophone. Il y a 3 semaines, j'ai rencontré un chef métis du Manitoba qui me demandait, en anglais, de l'aider à rétablir le français pour les métis qui, à la base, étaient francophones. Mais il ne parlait pas français. Il a perdu le français. Mais ça fait partie de ce qu'ils sont. Puis il s'est dit, et je pense qu'il a raison, que leur meilleur allié, c'est le Bloc québécois. Il y a des gens qui ont peur du Bloc québécois en disant « Ah non, il n'aidera pas les Canadiens français, ceux qui sont pas à l'intérieur du Québec. » Moi, c'est la meilleure affaire qui peut leur arriver, c'est un Québec qui n'a plus à craindre pour sa langue, parce que c'est un foyer francophone dynamique sur le continent qui va aider tous les autres foyers francophones. Parce que pour l'instant, c'est une inéluctable réduction du nombre des francophones à l'extérieur du Québec, puis ils peuvent accueillir autant d'immigrants. Le trou dans le fond du baril de l'assimilation en fait passer davantage que notre capacité d'en rajouter en haut du baril en termes de nombre. Je les comprends de vouloir, je les aide, mais les mesures ne sont pas suffisantes. C'est une bataille perpétuelle. Les petites communautés francophones sont gravement menacées, les grosses communautés francophones. Au Nouveau-Brunswick, ils reculent. Ils sont encore assez nombreux, puis ils sont dynamiques, puis ils sont pugnaces. Ils sont plus proches des Astérix de ce monde, là, le village gaulois, que nous, parce qu'ils ont moins de moyens que nous. Mais les Franco-Ontariens, sur le bord de la frontière, vivent moins un phénomène d'assimilation, sauf que comme nous autres, là où la personne au McDonald's le répondait en français il y a quelques années, ben maintenant, elle leur répond en anglais, mais ça, c'est vrai à Chicoutimi maintenant. Là. Ouais. All right, on est de retour. Ouais. Alors, notre best-of 2024 à Énergie. DJ Dom on the mic. Fait que, un podcast... Énergie, oh yeah! Un podcast marquant. Ouais. Podcast avec Judith Fetzer. Oui. Un autre podcast parce qu'on est allé dans la vulnérabilité, qu'on est allé dans le vrai, dans comment qu'on se sent, dans des épreuves difficiles. Puis, Judith, qui était fondatrice de Cookit, puis qui a été à la tête de cette compagnie-là jusqu'à sa vente éventuelle. Puis, qui était à la tête jusqu'aux plus hautes ascensions de cette business-là, jusqu'à son downfall complète. Ouais. Jusqu'à être au bord de la faillite, finalement. Ouais. Puis, je trouve que ce podcast-là, c'est un masterclass d'entrepreneuriat, premièrement, puis un masterclass aussi humain de comment de se relever après des épreuves aussi difficiles, où est-ce que, tu sais, comment qu'elle expliquait, c'est comme tu as l'impression que ton monde s'écroule. Tout ce que tu as construit pendant 10 ans, ce que tu as mis tes journées à bâtir, à réfléchir, que tu n'en as pas dormi, que c'est ton bébé, puis que là, tu le sens, que tout est en train de s'écrouler. Tu sais, c'est vrai, tu as l'impression de tout perdre. Là, puis parallèlement à ça, en plus, dans sa vie personnelle, dans son couple, tout ça allait pas bien. Ça s'est terminé en séparation. Fait que, tu sais, tout arrive en même temps. C'est comme... Fait que je trouvais que c'était une belle... Puis là, on la pognait, tu sais, dans
l'espèce de début de sa nouvelle vie. Là, Ouais. tu sais, dans le début de là, j'ai tourné la page, Ouais. je suis prête aux prochaines aventures. Mais on la tout est pognait assez tard pour qu'elle ait tourné la Ouais. page puis qu'elle nous dise les vraies affaires. Exact. Parce que d'après moi, on l'aurait pogné une couple de mois en avant puis elle aurait comme caché des Exact. douleurs ou des affaires qu'elle a vécues. Là. Mais tu sais, elle a dit que tu sais, elle est venue faire un podcast ici, puis Ouais. elle pouvait pas tout dire parce que tu sais, quand tu as des investisseurs, quand tu as des employés, tout ça, tu peux pas juste dire, hey, ça va vraiment mal notre affaire parce que, je veux dire, tu fais peur à toute ton équipe, Ouais. tu te fais claquer la porte de tes investisseurs, tu te fais. Fait que, mais là, elle avait plus absolument rien à perdre, puis. Tu sais, en ce moment, c'est ça, sa vie est comme une page blanche, puis c'est beau de voir l'optimisme qu'elle a de genre dire, ben, OK, what's next, tu sais, puis Ouais. genre, après avoir vécu tout ça, après avoir pleuré, après avoir, genre, fait le deuil, c'est comme, là, je suis prêt à me relever. Fait que, tu sais, c'est comme une belle leçon de comme, peu importe aussi mal que ça peut aller, puis tu peux vivre des échecs qui peuvent être vraiment douloureux, qui peuvent être vraiment intenses, tu peux vraiment perdre des trucs, mais tu peux toujours te relever, tu sais. Ouais. Tu peux toujours continuer. Fait que c'est inspirant. Man, moi, ce que ça m'a fait, c'est qu'il y a plusieurs types d'entrepreneuriat dans la vie. Puis, Ouais. tu sais, ce qu'on fait ici, mettons, au Studio SF, là, c'est vraiment une PME, mais dans le plus petit de la définition des PME. Je pense que les PME, c'est comme de 5 à 200 employés. Là. Ouais. Fait qu'on est comme dans Plus proche de 5 que 200. pas mal plus proche de 5 que de 200, tu sais. Fait qu'on Ouais. est vraiment au début d'une PME. Ouais. Puis après ça, t'as une moyenne PME qui a 100 employés, qui est déjà calissement du monde. Puis Cookit s'était rendu dans le top de ce Ouais. qu'on peut considérer une PME, puis sur le bord de devenir une grande entreprise, là, tu sais. Puis les enjeux sont complètement différents quand tu es rendu à ce niveau-là. Genre. Quand tu rentres, tu sais, nous autres, les seuls investisseurs du Studio SF, chacun de nous deux, on a mis 15 000 $ dans le business au début. genre. Bootstrap Ouais. au complet. Puis il n'y a jamais eu aucun autre investissement dans le studio que ce 15 000 $-là. Fait que si demain matin, à part avoir perdu énormément de temps, le studio ferme, puis ça ne sera pas du temps perdu, ça sera du temps investi à faire de quoi. Mais si ça ferme, le seul argent qui a été investi, c'est 15 000 $ au début, chacun de nous autres. Ouais. Puis quand tu as des investisseurs qui mettent 7 millions, puis tu as la caisse de dépôt qui met 9 millions, puis que là, tu as telle affaire, la nuit, là, quand ça va pas Tu vois bien, que tu là, commences à perdre le quand contrôle. tu commences à perdre de l'aile, là, puis tu as du plomb dans l'aile, man, puis toutes les affaires avec un aile qui va pas bien, man, tu voles trop proche du soleil, puis tout, là, Ouais. toutes les métaphores avec des ailes qui vont pas bien, Ouais. ça se peut que tu dors mal la nuit, man. Chris, man. Imagine quand tout ça dépend de toi, genre de toi, là. C'est toi la CEO. Là. Puis là, Puis- qu'est-ce que tu fais? Quelle décision tu vas prendre? Quelle décision arrache-cœur tu vas prendre? Est-ce que tu mets du monde à la porte? Est-ce que tu. Nous autres, on a mis une fois quelqu'un à pied qu'on n'aurait pas voulu, Ouais. puis c'était pas une bonne journée, man, pour nous autres. Là. Ouais. Genre, ça l'a fait vraiment chier, là, Ouais. faire ça. Il m'a écrit d'ailleurs. Après, moi il a aussi. entendu ça. Puis Ouais. c'est ce que ça l'avait. Je l'ai vu même. Il était là. Il est venu voir Minou en show. Ah, nice, cool. À Montréal. Ouais. C'est le fun. J'étais content de le voir. Ben PO. oui, ben oui. Mais bref. Tout est pour le mieux parce qu'aujourd'hui, il est bien heureux. Puis, Tout à fait. Mais tu sais, reste Mais que ouais, c'est ça, c'est pour en tough. revenir à Judith, puis après ça, qu'elle soit là, puis qu'elle nous raconte ça. Puis peut-être qu'on peut en parler de tu sais, à la suite de ce podcast-là, puis de la réception de ce podcast-là, puis de notre impression pendant ce podcast-là. Ça faisait longtemps qu'on pensait à créer un balado d'entrepreneuriat. Ouais. Puis on s'est dit, ah, quelle belle personne Ben, c'est pour le parce qu'on- faire. On a littéralement parlé dans le podcast. Tu sais, j'ai réécouté l'extrait tantôt, tu sais, puis c'est vraiment drôle la suite des événements que là, elle a dit, genre, elle s'est fait donner comme conseil d'aller prendre 100 cafés avec 100 personnes inspirantes Ouais. pour, avant de comme se relancer en business, tout ça, pour comme donner des idées puis tout. Puis là, t'es comme 100 personnes, c'est beaucoup. Il me semble que j'aurais pas 100 personnes. Puis là, j'étais comme, bah, on a rencontré 280 personnes avec le podcast. C'est comme, ouais, c'est vrai. Puis elle qui fait, crime, va me passer un podcast d'abord. Puis genre, on a continué de parler, on n'est pas revenu Ouais. là-dessus. Puis à la fin du podcast, j'étais comme, OK, non, ça, il faut faire de quoi avec Ouais. ça. Là, tu sais, comme on... Ouais. Puis là, on s'est écrit le lendemain. Puis on a tout mis en place. On lui là. a dit, genre, hey, on pense vraiment que tu serais une bonne personne pour faire un podcast. Puis genre, on dirait que déjà dans le podcast, avec toi, en parlant, on avait déjà un concept, Ouais. on dirait que c'était déjà. Puis il était comme, je pensais à la même chose. Puis même là, on peut pas dire de nom en ce moment du podcast parce que pour la petite anecdote, on s'était arrêté sur un nom. Ouais. Puis à
Je sais pas, man, on aurait annoncé ça dans 1 mois, genre, max, là. Ben, en 1 mois d'avoir le nom, il y a un autre projet qui est sorti qui avait sensiblement le même Genre, on nom. a fait du graphisme avec ce nom-là, puis là, il y a comme un projet trop similaire qui sort avec pratiquement le même nom. Ouais. Bon. C'est une bonne affaire qu'on s'en rende compte. Ben oui. Mais ouais, excellent podcast. On va aller écouter un extrait. Durant cet été, c'est peut-être au mois de mai. Au mois de mai, mon téléphone a commencé à beaucoup sonner parce qu'en premier, j'étais comme, bon, tu sais, j'ai pas vraiment le choix d'être entrepreneur dans la vie. Puis de toute façon, tu sais, je ferais quoi comme job? Ouais. Tu sais, j'ai pas. Moi, je suis un jack of all trades, mais j'ai pas de spécialisation en tant que telle. Tu sais, je vais pas aller VP marketing, je vais pas aller VP opération, VP légal. Genre, comme je les connais pas, ces jobs-là. Là. Mais je les connais un peu, mais tu sais, je les connais pas pour les exécuter convenablement. Ouais. Fait que. Puis étrangement, ben pas étrangement, mais mettons, au mois de mai, mon téléphone a commencé à beaucoup sonner. Puis, tu sais, puis tout partait d'une décision. Là, à un moment donné, tu sais, quand tu le sens pas, là, puis moi, j'ai appris à me crisser patience dans ce temps-là. Là, si j'ai comme pas la motivation, si j'ai pas l'énergie, genre, c'est correct. Genre, comme demain, c'est un autre jour, puis peut-être que demain, ça viendra. Puis, ben, c'est pas venu demain non plus. Puis, tu sais, comme... Mais j'ai vraiment appris à me crisser patience sur ces périodes-là. Puis je fais confiance qu'à un moment donné, genre, je vais me réveiller puis je vais avoir l'inspiration. Puis au mois de mai, un matin, je me suis réveillée à 5 heures du matin, là, comme une personne vraiment saine. Puis je prenais mon café puis j'ai fait comme, OK, là, c'est comme là, genre, je suis prête. Puis non, parce que mon téléphone a commencé à sonner à ce moment-là. Puis là, j'ai commencé à me faire offrir des postes de présidence dans différentes entreprises. Puis, de un, mon ego était comme extrêmement flatté. J'étais comme, OK, tu sais, cool. Puis, tu sais, des belles opportunités. Puis là, ça a fait en sorte... Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, un de mes mentors, j'en ai comme 400, là, mais... pas 400, là, mais tu sais, j'ai beaucoup de mentors dans la vie. Puis un de mes mentors qui, après ça, m'avait dit, tu sais, j'avais dit, OK, ben Bill, what's next? Puis il m'a répondu, là, tu vas prendre 100 cafés ou 100 lunch avec 100 personnes qui t'inspirent. Tu fais le tour de cette liste-là 2 fois, puis après ça, tu vas le savoir. Puis j'ai fait comme OK. Fait que, j'avais drafté ma liste. J'ai commencé à, je pense que je me suis rendue peut-être à 25, 26. 100, c'est quand même beaucoup, là. C'est quand même 100 personnes inspirantes qui vont accepter d'aller prendre un café avec toi. Pas que le monde n'accepte pas de prendre un café avec toi, mais moi, je pense pas qu'il y aurait 100 personnes avec qui je pourrais aller prendre un café demain. Là. Mais surtout sachant que t'es une personne... Ben oui, c'est... Ben, OK. 100 pour dire, hey, j'aimerais ça jaser. Ben oui. Salut, j'aimerais ça jaser. Creuser un peu ton cerveau. C'est fou. Mais les gens, ils embarquent tellement, là. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que... Juste sur le podcast, on est rendu à 250, tu sais, dans le fond. Oui. Dans le fond, on l'a déjà fait. Ouais, c'est vrai. On prend un café avec des gens inspirants. Mais ouais, c'est drôle que tu dises ça. Je vais me lancer un podcast, moi aussi, d'abord. Ben oui, c'est une bonne idée. Efficience. De prendre 100 cafés avec 100 personnes différentes parce que quand tu parlais, puis tu as sûrement déjà fait le lien entre ces deux affaires-là de ton côté, mais quand tu parlais sur le podcast de Niri ici, tu disais que l'idée de Cookit était venue... ou du moins l'idée de te lancer en affaires était venue quand t'étais allé comme géo au Club Med, puis qu'à chaque dîner, tu t'assoyais avec du monde qui ont l'argent d'aller dans un Club Med, puis tu jasais avec eux, puis l'idée de te lancer en affaires est venue après des conversations comme ça avec plein de monde inspirant ou du monde qui ont réussi dans leur vie. Fait que là, le fait de faire ça... Non, c'était ma décision d'aller à l'université, mais... Ah, c'est ça. Tu mélanges deux histoires en même temps, mais... Ouais. Non, mais c'est le même principe d'avoir une révélation, de faire... Ouais. C'est vrai que dans le fond, que de parler à des gens, tu t'inspires pour la suite. Ah, ben incroyable. Puis, moi, autant dans l'histoire de Cookit que... Tu sais, moi, j'ai jamais eu peur d'avoir l'air un peu tweet, puis de, comme, cold caller quelqu'un ou, tu sais, de demander, justement, tu sais, à n'importe qui d'aller prendre un café. Tu sais, genre, tu sais, j'ai Monsieur Bouchard, tu sais, comme, dans le sens que j'ai la chance d'être
incroyablement entourée. Là. Moi, j'avais vu, c'était Gary Vaynerchuk qui disait ça à l'époque, puis il disait comme t'es le reflet des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Puis moi, ce principe-là, là, je l'ai comme appliqué en tabarouette. Fait que, tu sais, j'ai comme ma garde rapprochée d'amis que j'ai depuis genre 25 ans, là, puis qu'on se lâche pas comme un pot de colle. Mais après ça, tu sais, j'accepte que le monde vont rentrer, vont ressortir de ma vie, puis comme on va s'inspirer. Puis, fait que, tu sais, j'essaie comme tout le temps de m'inspirer, tu sais, de m'entourer des gens que je trouve comme que j'aime, comment leur cerveau réfléchit, que je, genre comme, tu sais, j'adore aller prendre un café avec quelqu'un, puis tu sais, tu lances une idée, puis la personne est rendue 20 minutes plus loin, genre comme, tu sais, voir réfléchir quelqu'un, je pense que c'est ma chose préférée au monde. Fait que pour moi, ce truc-là de comme va prendre 100 cafés, c'était quelque chose qui était très, très proche de ce que j'avais envie de faire. Puis moi, les gens, ça m'énergise vraiment. Comme, tu sais, fait que, mettons, quand je vis des grandes difficultés, je vais, comme la plupart des gens, j'imagine, mais je vais avoir tendance à me reculer puis à me refermer. Puis, tu sais, vraiment comme, tu sais, avoir 1 ou 2 personnes dans ma garde rapprochée. Tu sais, ma meilleure amie... dans les 6 derniers mois, à tous les jours, à 9h15, on s'est parlé pendant une demi-heure, 45 minutes, puis elle voulait savoir comment j'allais, puis que comme... Tu sais, elle a été un support incroyable, mais après ça, tu sais, je laissais rentrer comme 1 ou 2 personnes dans ma garde rapprochée, puis... Mais de recommencer à avoir des gens, puis de, comme, justement, de s'inspirer, pour moi, c'est le truc que je trouve le plus énergisant. Fait que, what's next? Puis c'est drôle, je peux-tu vous expliquer pourquoi j'ai reach out pour le faire? Parce que oui, c'est moi qui ai reach out pour faire le podcast. Tu veux investir dans un studio de podcast? Non, parce que j'ai écouté le podcast de Xavier Dolan. Ouais. Puis, je peux dire qu'on est la même personne. Non, mais j'ai adoré... tu sais, il a beaucoup parlé de son film qui a été comme plus difficile, puis de comme ce comme rejet-là, puis je l'ai écouté, puis c'est comme d'un point de vue très égoïste que je me suis dit, il me semble que j'ai comme le goût de verbaliser à haute voix pendant, tu sais, puis je pense que c'est toi qui en parle à un moment donné, tu sais, quand il demande, tu sais, c'est normal que les gens, ils pleurent ici, puis tu dis non, mais tu sais, tu parles comme, fait que tu sais, ça t'aide comme vraiment à clarifier ce qui puis j'avais comme le goût de faire ça, exercice d'introspection. Fait que c'est pour ça que j'ai reached out. Puis, c'est une manière de tourner la page, fermer le chapitre? C'était un peu une manière de tourner la page, puis de reprendre possession de comme mon discours, tu sais, parce qu'après le processus de vente, tu sais, j'ai comme shut down mes médias sociaux, j'ai délité par mégarde mon Instagram. Tu penses que tu sentais un jugement, tu sentais le regard, je sais pas, de l'autre qui était critique ou... c'est parce que de un, j'avais des plans de com à suivre. Fait que comme, il y a certaines choses que je pouvais pas, comme je pouvais pas commencer à... Puis mettons, moi, Cookit, je l'ai beaucoup bâti dans la vulnérabilité, les 4-5 premières années, autant mon Facebook que mon Instagram, j'expliquais every step of the way, je demandais, comme j'expliquais les moments les plus fun, les bouts les plus tough, j'étais très, très transparente, et sur le compte de Cookit et sur le compte de Judith. Puis à un moment donné, j'avais une équipe qui était clairement plus douée que moi, puis qui était vraiment fort pour créer du contenu, fait que je me suis comme... Puis j'avais d'autres responsabilités aussi, fait que je me suis comme un peu distanciée de ça. Puis... Tu sais, comme, mettons, en entrée de jeu, on parlait des 2, tu sais, comme des 2 années. Je me suis sentie, je vais pas dire muselée, mais j'ai comme senti que je pouvais pas dire comme, Chris, c'est tough, puis tu sais, il fallait que j'y aille peut-être plus avec des gants blancs. Fait que, tu sais, c'est un peu une raison pourquoi j'avais envie de venir ici pour comme, tu sais, reprendre mon discours, de faire cette portion-là thérapeutique, puis un peu venir comme, peut-être un peu boucler la boucle, comme tu dis. Ça fait partie de mes healing steps, admettons. De retour avec le dernier coup de cœur de l'année. Même si on a eu d'autres excellents podcasts au courant de l'année, là, honnêtement, c'est rare des podcasts que j'aime pas faire. Ou que j'ai pas de plaisir à faire, là, tu sais. Fait qu'il y aurait presque tout pu être sur la liste. Bref. Le dernier, moi, c'est parce que c'est un invité chouchou du Sans Fil podcast, parce que
à chaque fois, il est absolument incroyable. À chaque fois, on traite de sujets qui m'intéressent grandement. Puis c'est Frédéric Gagnon qui est venu nous parler des élections américaines quelques jours avant les élections. 4 jours des élections. On a sorti dernière minute, qui a fait un bon tour, qui a été beaucoup écouté, considérant que c'est un podcast qui n'est pas éternel, là, tu sais. Dans le sens où il y avait 3 jours pour que les gens l'écoutent, pour que ça vaille la peine de l'écouter. Après ça, il y avait plein d'affaires qui allaient se passer qu'on n'allait pas avoir discuté. Mais il est tellement cool. Fred, que j'appelle maintenant, il est tellement cool. Il est, tu sais, premièrement, il est extrêmement... Il connaît son sujet à la perfection. À la perfection. Il n'y a pas de meilleure personne en termes de connaissance du sujet. Mais il l'exprime avec tellement de coolness puis de facilité que le message passe tellement bien. C'est vraiment un genre de vulgarisateur politique, mais qui l'exprime, qui parle notre langage, dans le fond, là, à toi puis à moi, en fait, puis à guess aux autres mondes de aux autres auditeurs du Sans Filtre. Puis à chaque fois qu'on reçoit Frédéric, c'est tout le temps une conversation que j'ai vraiment hâte d'avoir. Puis que je ressors de ça nourri plus que d'habitude. Il a pogné une coche de coolness. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il est arrivé genre new look, genre un peu street, genre cheveux longs. J'étais comme damn. Mais en fait, nouveau gars là. Le premier podcast qu'on l'avait reçu, il était habillé un peu plus corpo. Le deuxième podcast qu'on l'a reçu, là, il y avait comme une tuque. Il était déjà un peu plus chill. La transformation était tranquillement vers la chillness ultime. Il va devenir genre de chill lord. Là. Dans 2 ans, on va le recevoir encore. Il va arriver en roulis roulant avec des shades, man, genre... Yo les gars. Yo les boys. Mais c'est ça, c'est tellement sérieux, mais à la fois décontracté comme discussion que ça peut pas faire autre chose que d'être motivant, puis pas nécessairement motivant, mais inspirant comme discussion. Puis avec la politique américaine cette année, c'est comme on manque pas de sujets, puis de juice, puis de comme il y a tellement, c'est tellement hors de, on dirait c'est on dirait une réalité parallèle, genre improbable de trucs qui se peuvent pas, ou ben une télésérie exagérée sur la politique. C'est comme, mais c'est fou là, tout ce qui s'est passé là, de Biden aux élections avec Trump, puis bref, je ferai pas la liste maintenant, mais genre bref, elle pouvait juste faire avec un invité comme ça, puis tout le contexte, ça pouvait juste faire un épisode incroyable. Puis je tiens à faire aussi un shout-out spécial à Frédéric, justement, parce que c'est aussi notre référence en politique internationale. Au sens où quand on veut recevoir quelqu'un pour un conflit, quoi que ce soit, ou pour parler de politique, c'est la première personne à qui j'écris, c'est Frédéric, pour lui demander ses recommandations. Puis il nous recommande tout le temps des MVP. Là, il nous recommande tout le temps c'est quoi qu'il dit loud? C'est les rappeurs préférés de tous tes rappeurs préférés. Là. C'est comme... Il nous recommande tout le temps les analystes, les préférés de nos analystes préférés. Là, il est vraiment à sa coche. Là. Ouais. Puis j'ai remarqué en regardant l'année, on a tout le temps, je sais pas si couvrir est le bon mot, mais on a tout le temps parlé de politique sur le Sans Filtre, mais cette année, le ratio podcast avec des politiciens ou qui traitent de politique était quand même élevé. Là, pourquoi tu penses? Ben, je pense que c'est premièrement, peut-être une niche moins exploitée dans le monde du podcast. Mm-hmm. Fait que, tu sais, peut-être que tranquillement, on prend un peu cette place-là. Puis aussi, on se fait contacter, des fois, par des équipes de politiciens pour qu'on les reçoive parce qu'on a un historique d'avoir reçu des politiciens, d'avoir eu des bonnes discussions. Puis, ben, tu sais, fait que, I guess qu'on a une certaine crédibilité à ce niveau-là que, tu sais, je verrais mal... je sais pas, là. Et François Blanchette allait sur prendre un break, mais j'ai rien contre eux autres, mais tu sais, ça serait peut-être moins bon fit. Ouais. Fait que, ou sur sexe oral. Ou sur sexe oral, ou tu sais, peu importe. Fait que. ça serait. Justin Trudeau sur sexe oral. Faut qu'on fasse ça arriver. Là. Fait que. Ouais, sinon, c'est ça. Puis. C'est comment qu'elle s'appelle, l'ex-femme de Justin Trudeau?
Valérie. Sophie Grégoire. Elle vient sur Sexe Oral, puis elle fait juste parler de son ex sans jamais le nommer. Ouais. Ah, mon ex, là, il faisait ça. Mon ex faisait ça, ça serait tellement bon. Aïe. Ben, bref, ben, tu sais, on a reçu Gabriel Doucebois, on a reçu Catherine Dorion, on a reçu Jean-François Roberge. Ouais. Puis. Et François Blanchette. François Blanchette, qu'on a déjà nommé, mais. On a parlé 2 fois de politique américaine avec des analystes politiques. Ouais. Mais c'est un sujet qui se renouvelle constamment aussi, là, c'est parce que c'est tout le temps d'actualité. Puis, ben, je pense que ça nous intéresse les deux. Je pense que ça intéresse le monde aussi, on se fait beaucoup dire. Tu sais, les podcasts avec des experts ou des podcasts des politiques, notre public en raffole. Fait que c'est ça, bref. Belle année. Belle année. Belle année. Bonne année, man. Fait que, good job. Mais on continue, on lâche pas. On va aller écouter un extrait avant notre closing argument. Fait que merci Fred, puis extrait. Je voyais dans un des rassemblements de Trump récemment le sénateur Marco Rubio. Trump et lui se sont engueulés, ils se sont détestés, mais Marco Rubio est encore là. Parce qu'il se dit quoi? Ben, je suis mieux d'être du bon côté de l'histoire que de ne pas avoir le pouvoir la prochaine fois. Il y a de ça. Les démocrates le font peut-être pas assez. Moi, j'ai entendu des démocrates me le dire là, dans les entrevues qu'on a fait avec eux. Ils sont ratoureux, les républicains, mais nous, on l'est peut-être pas assez. Peut-être qu'on devrait le faire davantage pour gagner nos élections. Mais en même temps, je veux dire, cette attitude-là fonctionne avec l'électorat républicain. Est-ce que ça fonctionnerait avec l'électorat démocrate? Peut-être moins. Oui, non, c'est une bonne question. Puis, peut-être moins. Puis on regarde l'évaluation que les gens font de ces candidatures-là, Harris et Trump, puis on dit il y a des doubles standards où on les évalue pas de la même façon. Biden fait une petite erreur. J'ai parlé de ça au début du balado. Puis là, écoute, c'est la catastrophe. Puis dans le camp démocrate, on dit, il y a des gens qui disent ça n'a pas d'allure, on peut pas lui pardonner ça, il va nous faire perdre l'élection. Écoute, Trump en fait tous les jours des choses comme ça. Mais dans le Parti républicain, on accepte ça, on n'évalue pas Trump de la même façon parce qu'on se dit, écoute, c'est très étrange comme façon de faire, mais il a gagné en 2016, il a failli gagner en 2020, puis encore, il va peut-être gagner cette fois-ci avec cette façon de faire la campagne. De toute façon, on ne pourra pas le contrôler, Trump. Là. Il y a des conseillers au début de sa campagne qui ont dit à Trump, parle un peu plus des enjeux, parle du bilan de Biden, c'est un bilan catastrophique, les gens sont fâchés contre Biden, parle de ça, dis que Biden est mauvais sur l'économie. Puis là, il y a le télésouffleur, commence à en parler un peu, il décroche du télésouffleur, puis... Il se met à danser pendant 40 minutes. Écoute, j'ai jamais vu une affaire de même. Puis à chaque fois, ça fait 3 fois que je viens ici, puis ça fait 3 fois que je vous dis... J'ai jamais vu ça. Puis à chaque fois que je reviens, je dis, ça, je l'avais pas vu encore. Mais quand il fait ça, au fond, c'est sa façon de toujours ramener les projecteurs médiatiques sur sa personne. CNN a parlé de ça pendant toute la journée cette fois-là. Pendant qu'on parle de ça, on parle pas du reste. Toutes les open de toutes les late shows. Exact. C'est Donald Trump qui danse YMCA. En fait, qui danse YMCA, qui sait pas trop comment danser YMCA. Là. Mais c'est ça, pendant toutes les Open, que ce soit Jimmy Kimmel, que ce soit Colbert, que ce soit The Late Show, c'est tout ça. Tout Donald Trump pendant 15 minutes en Open. Puis ça, là, cette visibilité-là, ça a une valeur monétaire. Ça, c'est... On l'avait quantifié ça en 2016. On va le faire encore après cette élection-là. La publicité gratuite, le temps d'antenne gratuit. Pour Trump. Et écoute, c'est sans commune mesure, évidemment, avec la visibilité de Harris. Puis là, en ce moment, si on va sur le site opensecrets.org, on peut voir l'argent dont disposent les deux équipes, Harris et Trump, en ce moment, pour finir la campagne. Puis tu sais, Harris... l'équipe de Harris, juste le comité de campagne de Harris avait ramassé hier plus d'1 milliard de dollars. Ouais. Trump est à 400 millions, son équipe et lui. Tu sais, ça n'a rien à voir, mais il compense avec ça. Parce qu'Harris, elle utilise cet argent-là pour payer pour les publicités télévisées. Tout ça, ça coûte cher dans les états clés de l'élection. Pendant une game de football, ça coûte une fortune. Trump en achète aussi. Ils en achètent aussi des publicités, mais sa visibilité, elle est maximisée par ça. Ouais.
Puis ça lui permet de gagner des élections sans avoir autant d'argent que le camp adverse. Puis en 2016, ça avait été ça aussi. Ouais. En 2020, même chose, les démocrates avaient plus d'argent. Ils avaient perdu cette fois-là. Tu sais, c'est pas automatique non plus. Mais c'est une stratégie... il y a de l'improvisation, mais il y a une réflexion derrière ça aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion large, puis une improvisation au moment même. Oui, tout le sûr, temps. Là, c'est parce sûr. que ça a l'air beaucoup de C'est ça. sûr. Là, tu sais. Mais tu sais, la mise en scène sur le truck à vidange, là, tu sais, il l'a pas fait en live, ils ont pensé avant, ou d'aller au McDo. Ouais. Mais en live, ça arrive souvent qu'il fait des trucs un peu comme ça. Mais il le fait parce que c'est lié à une stratégie éprouvée, selon lui, qui est de dire, bon, on va y aller de la petite phrase un peu... c'est de la phrase qui étonne, de la phrase qui surprend. Pour détourner l'attention d'une bévue, d'une connerie qu'on a fait la veille, dont les médias parlent, et pour détourner l'attention de Harris, qui a donné un sacré bon discours à Washington, selon bien des gens. On n'a pas vu passer ça. On a entendu parler de Madison Square Garden à tous les jours depuis que c'est arrivé. Ouais. Puis j'ai pas vu le discours de Harris. Non, puis tu sais, il y a eu on l'a vu un peu, puis après, il y a eu la bévue de Biden sur les ordures, puis tu sais, on a probablement toute une réflexion à faire sur la couverture médiatique de nos élections. Tu sais, au Canada, on n'en est pas là, mais tu sais, les démocraties évoluent vers ça, tu sais, la politique spectacle à outrance, puis... On a reçu Yves-François Blanchette ici, puis il disait il disait que le Parlement, c'est un cirque maintenant. Ouais. Il disait que lui, quand il a commencé en politique, c'était possible d'avoir des échanges, mais que maintenant, c'est des gens qui se crient des mensonges, puis que c'est un cirque, qu'il n'y a rien qui se passe. Tu sais, aux États-Unis, c'est comme ça depuis longtemps, c'est comme ça puissance 1000. Puis c'est dommage, là. Tu sais, on parle de l'érosion de la démocratie aux États-Unis, mais si au Canada, on n'est plus capable d'avoir de discussions de fond dans nos législatures et que ça va grandissant, ben oui, on a une réflexion à faire sur l'avenir de notre propre démocratie ici. Et j'ai hâte de voir nos élections. On va en avoir aussi au fédéral. J'ai hâte de voir le ton des discussions, les publicités électorales. Habituellement, c'est moins inquiétant que ce qu'on voit aux États-Unis, mais ce qui se passe aux États-Unis, ça a un effet sur la manière dont on fait nos campagnes aussi. Là. On est de retour. On est de retour. Pour la bonne année. C'est pour la bonne année. Donc, merci d'avoir été avec nous encore pour une autre année. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. On vous voit. On voit qu'il y a encore un auditeur fidèle qui s'en fait le podcast à chaque nouvel épisode. Puis on aime ça, interagir avec vous, continuer de commenter les vidéos, continuer de nous écrire, continuer de propager la bonne nouvelle, puis nous autres, on lâche pas, on est toujours là, fidèle au poste, prêt au combat. Évidemment, on s'excuse à Marie-Hélène qui préfère les épisodes avec des invités que les épisodes où est-ce qu'on est juste les deux, mais qu'est-ce que tu veux faire? On va en faire de temps en temps. On va en faire de temps en temps. Mais moi, tu vois, tu sais, mettons, j'ai fait ma story, genre, je déménage, on a acheté un condo, puis tout, puis genre... Il y a des gens qui m'écrivaient « Ah oui, t'en as parlé sur le podcast, c'est vraiment content pour toi. » Puis genre, j'aimerais ça que tu fasses un update, sur le podcast, de comment ça s'est passé, puis tout. Fait que, il y a du monde qui s'intéresse. Fait que... on va continuer à le faire. On va continuer à le faire. Bonne année, gang! Bonne année! Cheers! Yes, sir.